Rien à voir. Rien À voir. Eh oui, bonjour les amis, il n'y a rien à voir, c'est reparti pour une nouvelle saison avec de la joie, de la bonne humeur, de la culture, de l'actualité et beaucoup de choses qui vont se passer. Autour de la table, on retrouve une partie de l'équipe que vous connaissez déjà, la personne de Pierre. Salut Pierre! Salut Cédric, salut à vous tous. Victor! Salut Cédric. Notre petit nouveau, mais on le connaît depuis un petit moment, Alexis Masson. Bonjour, salut. Ah, t'as même eu le droit au nom de famille, toi, tiens. Oui. Pas de mal. Ouais. Et notre invité du jour, il passe par là, il passait par là, et on se dit, on va l'inviter pour l'émission. Il s'appelle Thierry Weber, coordinateur en mission service civique chez Visa et Diagonale. Bonjour. Salut tout le monde, merci pour l'invitation. Oh, on est comme ça. Quand il y a des gens qu'on trouve sympa qui passent dans la rue, on aime bien les invités. En plus, bref, pour l'enregistrement, il pleuvait, donc on s'est dit, tiens, viens te réfugier chez nous. Voilà, donc une émission, il n'y a rien à voir, où il va se passer pas mal de choses. Et du coup, ça c'est un petit peu un grand traditionnel, hein, n'est-ce pas? Petit tour d'horizon par rapport à ce qui va se passer dans l'émission. Il y a une petite nouveauté, hein, on vous dévoile tout de suite, c'est qu'il y a des thématiques qui vont être proposées par vos différents chroniqueurs tout au long de la saison. Donc vous les retrouverez dans ces mêmes thématiques. Sauf Pierre qui ne respecte rien. Voilà, c'est J'aurais pas dit ça. Donc je ne respecte rien, c'est le principe de Pierre. Ça fait plaisir. Ça c'est finalement il y a une continuité, hein, par rapport à l'an dernier. Non, j'ai été, pour pas dire aseptisé, je me suis calmé. Mais non, c'est vrai j'ai envie de dire tellement de choses en fait qu'une thématique générale, c'est un carcan. Oui. J'ai envie de m'en défaire. Oui. On sent la grande tirade qui se prépare. Pierre, tu devrais lire Stirner en fait. C'est le moi qui ne se soumet à aucune cause autre que lui-même. Ok. Ouais, mais non, parce que non, ça Vous me dites à la régie de rajouter un petit peu de violon derrière, on sera super dans le thème. Ok, Victor, là, merci. Il y a un thème et on te retrouvera tout à l'heure en toute fin d'émission. Actualité politique. Ouais, du coup, je me suis dit que cette année, parler un petit peu de notre magnifique actualité pouvait être à peu près intéressante, surtout que nos politiciens ont quelques petites recettes, quelques petites techniques pour nous cacher un petit peu ce qu'ils pensent véritablement. Et je me suis dit qu'on allait étudier ça cette année. Très bien, alors on te retrouvera en fin d'émission pour cette rubrique, ce propos. Alexis, donc notre petit bisutage et tout ça au passage, pour la fin de l'émission. On parle, comme d'habitude, c'est ton thème pour ceux qui te connaissent, philosophie et religion. Et notamment, on connaît peut-être, pour ceux qui la connaissent, bizarre comme phrase, le Dieu de la philo, ta chaîne YouTube, où justement ces thématiques philo et religion sont croisées dans différentes productions. Un petit dévoilement par rapport à ce qu'on discutera tout à l'heure? Tout à l'heure, on va parler de la Bible. Ok. Philosophie aussi. Mais tout à fait, parce que la Bible, c'est aussi un sujet philosophique. En fait. J'allais dire, tiens, on a oublié un mot là. Très bien. Également, Thierry, donc notre invité, il passait par là. On te propose de parler forcément du service civique, donc en lien forcément avec ton activité professionnelle. Donc, voir si aussi les chroniqueurs autour de la table, ils connaissent bien ce dispositif service civique pour les jeunes qui peuvent s'engager. Et puis, donc, un petit peu aller chercher les infos et puis aller voir comment est-ce qu'on peut s'engager auprès de Visa et Diagonale, donc l'organisme chez qui tu bosses. Exactement. Merci d'être avec nous. En tout cas, il n'y a rien à voir. Ça démarre tout de suite et on va retrouver juste après ça Pierre pour sa rubrique « Je ne respecte rien ». Et oui, je ne respecte rien, ça passe toujours en premier chez nous. Rien À voir. Rien À voir. Avec le mauvais jingle, désolé. Ce que j'étais en train de me dire, mais c'est pas On grave. respecte rien. C'est ça. Ce sera changé au montage. C'est une autre histoire, le privilège et la pudeur. On vient de passer 3 mois à rien foutre, bloqué chez nous. Et 3 mois à vide, c'est pas si souvent, donc je pense que j'en ai inconsciemment profité pour dresser une sorte de bilan de moi-même. Et les conclusions, que j'ai partagées à mon psy, sont maintenant sous-scellées au bureau de la police judiciaire de Strasbourg et j'attends mon jugement prochain. Mais entre les sinueuses élucubrations de mon cerveau que les saints d'esprit qualifieraient de malades, j'ai toutefois réussi à dégager 2 pensées ô combien sans intérêt dans l'avancée de l'humanité, mais qui sont, toute modestie mise à part malgré tout, dignes, enfin je le pense, d'intérêt. Et si les 2 peuvent sembler sans rapport, elles en ont quand même un, Cédric c'est pour toi, Éric Zemmour. Oh. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Éric Zemmour c'est un peu le Papacito de la télé. Et pour ceux qui ne connaissent pas Papacito, comment dire? Vous voyez Cyrano de Bergerac et l'art de la punchline, le bon mot?
Eh bien, vous mettez ça dans un corps d'1m95, crâne rasé et barbu, tatoué, vous changez la prose en vers de Edmond Rostand en une violence semblable à la Wojtek, et vous obtenez un type qui vous dit que perdre une guerre contre l'Espagne, c'est la honte, puisque les Espagnols sont une race qui se lève après 10 heures, et que des 5 piliers de l'islam qui ont forgé leur passé, ils ont tout viré pour ne garder qu'un seul pilier, le chômage. Éric Zemmour, c'est la phrase choc, la clarté et la fermeté dans ses convictions. On notera que je ne parle là que de qualité de forme. Car si le fond est toujours discutable chez tout le monde, et bien souvent chez M. Zemmour, il est, à mon avis, une chose qu'on ne saurait lui retirer, c'est son talent oratoire. Et pour un mec comme moi qui se paluche sur Cyrano, la verve, ça compte. Donc, pour continuer sur la ligne directrice de cette chronique qui est la simplicité sans tergiversification inutile, la clarté sans l'enrobage sucré mais calorique des formules, en un mot comme en mille mais plutôt en un car je l'ai dit, je suis bref, la précision, parlons de ces deux pensées que je me dois de vous partager. C'est en voyant un débat entre M. Zemmour et le pédophile Cohn-Bendit, comme dirait Jean-Marie Le Pen, que j'ai mis sur papier ces deux idées. Oui, pour le moment, je passe pour un gros pro-Zemmour, mais bon, si c'est le prix à payer pour ce que je veux défendre, je règle l'addition de bon cœur. Sur le plateau du débat entre nos deux lurons, une invitée, une jeune femme, a demandé à Zemmour pourquoi il ne croyait pas en l'identité européenne, alors que la jeunesse, la génération Erasmus, est façonnée dans cette Europe. La réponse de M. Zemmour est tout à fait pertinente et c'est enfin ma première pensée. On est des putains de privilégiés et on ne le sait pas. Enfin, moi si, puisque je suis là pour vous apporter la lumière. Mais Erasmus implique d'être en études supérieures, d'avoir les moyens de partir, de financer cette année. Ce n'est pas le cas d'une grande partie de la jeunesse, ni même de tous les étudiants d'études supérieures, sachant que certains sont en situation de forte pauvreté, mais pour la condition étudiante, on prendra une émission entière, ça la vaut bien. On a de la chance, et on ne réalise pas puisqu'on a toujours grandi dans ça. J'ai fait 6 ans de fac, Victor est à sa 7e année, nos potes sont tous des mecs en post-bac, on a peu d'amis en BEP ou qui étaient en apprentissage ou qui ont arrêté après le brevet. On est une élite, qu'on le veuille ou non, et il est de notre devoir de nous en souvenir et d'agir en conséquence. Ensuite, la fausse pudeur. Monsieur Zemmour a juste dit à cette fille qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'elle disait et qu'elle avait tort. Et là, sa sainteté Cohn-Bendit l'a taxé de misogynie. Ouais, bon, c'est quand même gonflé de la part de Cohn-Bendit de donner des leçons de morale, mais bon, pourquoi pas. Pardon ? Mais misogynie quand on n'est pas d'accord avec une femme ? Pascal Praud, journaliste également, a récemment lancé un coup de gueule à tout ce petit monde de la bien-pensance et de la pudeur, de l'aseptisation qui se cache derrière le doigt et qui prône cette pudeur de gazelle. On ne peut plus rien dire, dirait-on au PMU. Bah peut-être que c'est ça en fait. Si je dis à Victor que c'est un PD, est-ce que je dis une insulte comme ça ou bien est-ce que je veux consciemment chier sur les homos, les rabaisser et les mépriser ? C'est un beau débat que voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Rien. À voir. Rien. À voir. C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'ai regardé justement une série vidéo Clash à la télé sur YouTube. Et du coup, il y avait du Éric Zemmour à toutes les sauces. Et justement, alors dans différentes configurations face à différents types de personnes. Et sincèrement, c'est terrible. Hein, c'est addictif. Hein, tu regardes une vidéo comme ça, après tu te dis, oh, il y a Clash numéro 15, allez, je vais me la faire aussi. Et tu finis ta soirée à regarder ça. Et en fait, tu as la tête comme une valise et tu te dis, c'est pas possible qu'ils donnent tellement la parole à ces gens. Non, moi, ce qui m'agace, c'est même pas tellement qu'ils fassent leur coup d'éclat, mais c'est qu'on leur donne tellement la parole, non ? Alors qu'on donne la parole de façon générale à des gens comme ça, ou qu'on la donne précisément à Zemmour ? Non, à des gens de type Zemmour, qui sont là pour faire de la punchline. C'est un mot, aujourd'hui, ça s'appelle un polémiste. Simplement parce qu'ils sont pas cons. On a bien vu que, comme tu le vois, t'as cliqué et t'as passé à ta soirée à regarder 5-6 vidéos comme ça. Alors maintenant, les gens font pareil, mais seulement dans la télé, et ça fait de l'audimat. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand il y aura Zemmour face à Marlène Schiappa, on va avoir deux opposés extrêmes, Zemmour face à Cohn-Bendit. Bizarrement, Zemmour face à Antoven, c'était relativement calme, je trouve. Mais voilà, parce que Zemmour est quand même catalogué comme l'extrême, par définition, qu'il a des pensées contraires à tout ce que veut la bien-pensance, et qu'il va les défendre, en fait. Il va les défendre jusqu'au bout, face à des personnes qui sont totalement à l'opposé. Marlène Schiappa, bon, j'ai même pas envie d'en parler, parce que ça me fait péter un plomb. Mais voilà, et on sait qu'il va il va pas les insulter, mais il va y avoir des mots forts, il va y avoir des bons mots, des fois, parce que quoi qu'on en dise, il lâche des bonnes punchlines, le Rick. Ça, c'est vrai. Ah, c'est des punchlines. Ah, mais clairement. Ça, c'est... sur la forme, je veux dire, désolé, mais sur la forme, Éric Zemmour, je vais me faire taper par le régisseur. Il respecte rien de début à la fin, quoi. Voilà, sur la forme, Zemmour a quand même, je trouve, un grand talent. Voilà, il reste en fait toujours très calme et son discours se tient, en fait. C'est quoi qu'on en dise, en fait, il a sa pensée, il a aussi, et il s'en tient. Alors, on peut ne pas l'aimer, je l'entends totalement, et même moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit tout le temps, mais contrairement, je trouve, à d'autres invités qui vont être là justement pour le massacrer, pour le manger, bah, ça donne après lieu à des
des clashs, comme tu dis, à de l'audimat. Ouais. Est-ce que c'est pas une réaction un petit peu à finalement cette télé qui fait que parler des gens qui disent pas grand-chose, qui font que un coup de violon, etc. Et justement, du coup, le mec qui vient lâcher le pavé dans la mare, d'un seul coup, ça nous fait un électrochoc. Mais ça revient en fait au débat éternel du est-ce que les gens regardent de la merde parce qu'on leur sert de la merde ou est-ce qu'on leur sert de la merde parce qu'ils ont envie de voir de la merde. Et le problème de Zemmour, etc., c'est que c'est des gens qui aujourd'hui ont cette image de ceux qui pensent tout haut, ce que les gens, ce qu'ils disent tout haut, ce que les gens pensent tout bas. Et surtout, ça fait vendre en fait. Comme tu dis, c'est le clash qui est intéressant, c'est la friction. C'est exactement les mêmes fonctionnements qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Tu prends un média comme Combini, malheureusement c'est un média, et son fond de commerce en fait, c'est de créer une friction. Ils vont sortir un article d'une personne qui se dit féministe et qui, ça peut être n'importe quoi. Tu vois, mais il suffit que cette personne dise un moment dans la vidéo ou que le commentaire au-dessus de la publication ce soit un truc qui attaque directement ce qu'on appelle les masculins, les hommes, les misogynes, tout ce que tu veux, et tu peux être sûr que dans les commentaires il y en aura 6000 avec 3000 du côté des masculins, 3000 du côté des féministes, ça va se battre, sauf que en attendant, toi ta publication elle se retrouve en top de liste de Facebook parce qu'elle est référencée partout, et après t'as une petite pub devant pour un produit et toi tu te fais du fric derrière, et c'est pareil avec Zemmour, avec ces gens-là. C'est le clash qui est intéressant, en fait. Ouais, c'est un peu triste. Et justement, et ça, je trouve que c'est la question que tu as posée, que je trouve très intéressante. Est-ce qu'on peut moins dire de choses aujourd'hui ? Est-ce que est-ce qu'on doit vraiment mesurer nos paroles alors par rapport aux questions de racisme, par rapport aux questions de genre, par rapport à questions de... alors, j'oublie plein de choses, certainement. Est-ce qu'on doit... la religion, bien sûr. Est-ce qu'il y a plein de choses où ça devient compliqué, alors que si on regarde des images de ce qui se passe à la télé il y a 20 ans, les mecs, ils mettent les pieds dans le plat, et des fois c'est assez violent, des fois on se dit waouh, là c'est trash comme c'est dit, comme c'est présenté par rapport à la femme, par rapport aux autres types de situations que j'ai exposées. C'est quoi votre sentiment ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est aseptisé, Victor ? Je pense qu'on peut encore aujourd'hui tout dire de toutes les manières possibles, mais il faut juste s'attendre à plus de réactions en face. En fait, quand les mecs de la télé, non, mais t'es lynché aussi. Bah oui, t'es lynché, bien sûr, parce que t'as sorti une connerie. Si tu dis le truc de travers. Sauf qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas peut-être cette acceptation plus facile de la contestation, notamment justement sur les questions par exemple du genre ou de la religion ou du racisme, etc. Donc un mec qui a envie de sortir les saloperies qu'il a envie de sortir, il peut le faire. La preuve avec Zemmour, justement. Par contre... il se prend tous les jours énormément d'insultes dans la gueule. Il y a des gens qui disent que c'est pas bien, que c'est de la merde, etc. Tu vois. Mais il y a 40 ans, c'est juste qu'on pouvait pas le faire. On n'avait pas les moyens. Les mecs étaient beaucoup plus puissants. Tu vois. Aujourd'hui, il y a au moins l'idée de s'attendre à une contestation. Ouais, votre sentiment, les autres, ça non, vous n'avez pas ce sentiment. Alexis, allez, je te sens passionné par Alors, juste avant qu'Alexis parle, j'aimerais avoir 30 secondes qu'on lance le Kraken. Non, mais Victor a dit effectivement le fait que, bon, c'est un redit, c'est un poncif, mais il n'y a pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, n'importe quel connard a la parole, n'importe quel fragile qui a un vécu se dit, tiens, je vais donner mon avis, il va être intéressant. Non, en fait. Je veux dire, tu remontes 60 ans en arrière, tu dis un truc comme ça en place publique, t'étais sanctionné. Tu vois, aujourd'hui, éventuellement, on te fait président des États-Unis si tu dis de la merde. Bon, c'est une autre époque. Et est-ce qu'on peut tout dire ? Compliqué. Mine de rien, compliqué, parce qu'effectivement, si maintenant Zemmour veut... Ouais, je prends l'exemple de Zemmour, bon, peut-être pas Zemmour, mais un journaliste ou un chroniqueur, effectivement, parler de sujet, il va faire une blague sur un PD juif homo, il va peut-être, effectivement... Il y avait 2 fois le même... Ouais, ok, d'accord. C'est là tout claqué. Ouais. Ah, d'accord, ok. C'est un truc. Tu vois, merci. Mais aujourd'hui, tu vas faire ça, il y a tellement, comment dire, ce contrôle, pour pas dire cette censure, qui effectivement va être exacerbé par les moyens de communication, en fait, en venant même aux réseaux sociaux, que du coup, le chef de production va se dire non, si je le mets lui, même si moi, ça me fait rire, même si moi, je trouve pas ça choquant, rien, même si je sais que c'est du ton de l'humour, ce que tu veux, derrière, je sais que je vais me faire tabasser par tous les SJW d'Internet, je vais SOS Racisme qui va venir toquer à ma porte, toutes les associations ABC2F LGBTQ qui vont se pointer. Voilà. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus puissant. C'est d'une certaine manière à juste titre, mais des fois, justement, il y a ce côté dont on n'ose même plus prononcer les mots. J'avais une émission comme ça, pour vous dire, où on a parlé à un moment de la question de l'islam. Ouais. Tu sais, et quand tu prononces ce mot-là, moi je ne parle pas de média lambda, au moment où je prononce ce mot-là, dans ma tête, je me dis,
Oh là là, attention, pas que je crée un amalgame, je veux surtout pas exprimer une chose de manière un peu maladroite qui ferait que d'un seul coup, ça déforme complètement ma pensée. Donc vous voyez, ça, c'est cette tension au moment où le sujet arrive sur le tapis. Release the Kraken. Alexis. Mais il y a aussi la différence du fait que dans les années 60, tous les mouvements post-structuralistes, post-modernistes n'avaient pas encore fait leur œuvre. On discutait rationnellement parce qu'on considérait que la discussion pouvait permettre de mettre les gens d'accord grâce à l'échange d'arguments et de rationalité. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans certains mouvements post-modernistes, on critique la raison comme étant quelque chose de fondamentalement occidental, quelque chose de blanc, de patriarcal, puisque traditionnellement et historiquement, l'homme raisonne, pas la femme. Et donc, le débat ne se porte plus sur des arguments, sur de la rationalité, mais plutôt sur des émotions et notamment aussi sur des identités. Or, une identité, ça ne se discute pas rationnellement, c'est on est ou on n'est pas quelque chose. Donc, à partir du moment où on se crispe sur son identité de femme, de noir, de blanc, de français ou d'autre chose, eh ben, il n'y a plus de discussion à avoir. C'est simplement, on est choqué, on est quasiment blasphémé du fait d'être contesté dans ses sentiments intérieurs. Et c'est le sentiment qui vient avant la raison. Et c'est ça peut-être la petite différence qu'il y a entre, on va dire, les années 60 et aujourd'hui. Ok, c'est bien résumé. Il y a Marc Delila qui explique très bien... Marc Delila Marc Delila, si ma mémoire est bonne, parce que je ne suis pas spécialiste en philosophie politique, mais il me semble que je ne me trompe pas sur son nom, c'est un spécialiste donc, de gauche en plus, aux États-Unis, qui explique un peu l'évolution de la pensée. Voilà, ça c'est bien. Écoutez-le. La façon dont, au début, la question c'était des luttes de classe et comment les luttes de classe ont été remplacées par des luttes d'identité, puisque à peu près tout le monde s'est mis d'accord sur les questions économiques, il n'y avait plus rien à discuter. Et donc le nouveau débat qui pouvait avoir lieu, si c'était plus des questions économiques, c'était des questions d'identité. Noir, blanc, femme, etc. Et donc, on s'est crispé sur ces questions d'identité et le débat n'a plus été rationnel, mais cette fois-ci émotionnel. Et Marc Delila explique très bien comment le Parti démocrate a été complètement renversé dans sa logique, normalement, qui était plutôt un parti, on va dire, socialiste en sens classique du terme économique, et qui est devenu un parti aujourd'hui identitaire. Mais on a la même chose dans le Parti républicain, qui fonctionne en bascule dans le mouvement opposé, et qui arrive aujourd'hui en France, quoi. Merci Alexis. Victor? Dernière chose aussi, c'est ce que toi t'évoquais sur les questions économiques, et Pierre quand parlait du mec, du régisseur, du gars de la production. Il y a aussi une question qui pour moi est fondamentale sur ce côté on peut plus rien dire à la télé, etc. C'est que ça implique aussi de gros médias et des grosses productions. Et dans le cadre de la télé traditionnelle et des grosses productions et des mecs sur Internet, il y a une question fondamentale qui est celle du fric aussi. C'est qu'aujourd'hui, avec justement les réseaux sociaux, les vagues, les JW, etc., tu peux te taper un truc qui est un boycott. Et un boycott de très nombreuses personnes qui peuvent refuser d'acheter ton produit, par exemple, qui peuvent refuser de regarder tes émissions. Et donc, les mecs qui osent plus rien dire, justement, le gars, oh putain, il a dit islam, merde, on va se taper un retour de flamme de fou, et il n'y a plus personne qui va regarder l'émission. Ou alors, tu dis une connerie parce que tu es un représentant d'une marque, et bah, tu te fais niquer comme ça. Il y a, par exemple, si on prend les derniers faits en date, les polémiques, tu as Roméo Elvis et moi Lasquale qui sont accusés d'infractions sexuelles, etc., et qui étaient tous les deux liés à Lacoste. Et bah Lacoste les a lâchés tout de suite pour être sûr de ne pas être connecté à ça. Parce que maintenant, si tu sais que moi, Lasquale, etc., l'ont fait et qui sont effectivement déclarés coupables d'avoir fait ça, et bah Lacoste est une marque qui soutient des violeurs ou des agresseurs sexuels. Donc, je ne vais pas acheter leurs produits parce que c'est des connards. Et justement, cette question monétaire est très importante pour moi. Oui, et avant même, j'imagine, le jugement, Lacoste les a lâchés, quoi. Oui, c'est ça, voilà, c'est fait. Là, il n'y a pas encore eu de jugement, etc. Bon, après, eux, sur les réseaux sociaux, ont déjà déclaré... Roméo Elvis, par exemple, lui, a dit oui, je l'ai fait, effectivement, mais il n'y a pas eu de jugement, donc ils ne sont pas déclarés coupables, ils sont encore présumés innocents, théoriquement, tu vois. Et là, il y a un réflexe, parce que je viens de faire un tour de table rapide, je n'ai même pas réalisé, et ça, c'est parce que je suis un homme blanc dans une société patriarcale. Mais Peggy McIntosh serait là, Peggy McIntosh, qui est celle qui a initié toutes les questions d'identité, nous verrait, nous cinq, tous des hommes blancs, cisgenres probablement, j'imagine. C'est bien la preuve que la femme n'est pas suffisamment représentée, que les noirs ne sont pas suffisamment représentés, etc. Il y en a qui ont envie de parler là, mais typiquement, on ne le réalise pas, mais juste après, en y réfléchissant un petit peu, on se dit, ah tiens, là-dessus, il y aurait moyen de faire une polémique. Mais moi, ça, c'est une très grande question. Pierre, il a envie d'en mettre. Non, mais je ne sens pas contre Alexis, rien du tout. Tu te sens une femme, c'est ça? On peut en parler. Si je ne suis pas un homme, monsieur. Je peux le dire. Je ne veux pas vous faire que je suis un homme. Ma barbe. Elle est formidable. Voilà. Mais tu vois, ça, typiquement, on arrête le suffrage universel quand on voit des mecs comme ça, en fait. Je veux dire, on n'est pas de sortie de l'auberge. Un autre débat. Non, mais voilà, ce que tu dis, en fait, j'y avais pensé clairement. Je me suis dit, ah tiens, Annette ne vient pas ce soir. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on avait notre caution, Annette, j'ai oublié. Ouais, mais elle est blanche, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, par exemple, les âgées, racisées, femmes, elle n'a pas le droit. Ouais. Tu vois.
Déjà rien que j'ai dit ce mot, il y a des mecs qui sont morts dans les tranchées pour notre survie et on dit ce genre de phrase aujourd'hui, il y a un problème, à un moment ça a merdé quoi. Ce que je veux dire, en fait, ce que tu avais dit avant, avec beaucoup mieux dit que moi, l'auteur que tu avais cité... Marc Delisle, effectivement, voilà. C'est ça, aujourd'hui, on a les sentiments qui prennent le vent parce qu'on a trop de temps libre en fait. C'est ça, je veux dire, on a tellement... Le fait qu'on ait le temps de se poser ce genre de questions pour revenir sur le genre, qui pour moi est un truc qui me fait péter un plomb, voilà, je veux dire, c'est pourtant pas compliqué de définir un genre, bordel, il y en a deux. Oui, après ça, c'est... Voilà. Tout le monde serait pas d'accord. Tu vois, là, Cédric, là, il est en panique. Cédric, il est en sueur, c'est lumière, tu reçois de l'émission. Il y a un de mes chroniqueurs, dont je suis responsable, qui est en train de dire ça. Il y a un gars qui va se faire agresser à la fin de l'émission. Et voilà, qu'aujourd'hui, on ait le temps de se poser ces questions, en fait, je l'ai dit, ils ont trop de temps libre pour dire la formule, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on pense à ça, ça prouve quand même qu'il y a un problème dans nos préoccupations, dans le sens de nos priorités. Je sais pas si on voit ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça, ce sont des questions, mais comment est-ce que tu peux arriver à te poser des questions de les hommes, ils écartent trop les jambes dans le métro, alors que c'est clicheton de ouf, mais c'est symptomatique. Ils écartent trop les jambes dans le métro, alors que tu as des pays où le viol, c'est un sport national dès l'âge de 12 ans, tu vois. Oui, après, moi, c'est sûr que si on fait les comparaisons... Non, mais les comparaisons, c'est facile de dire, il y a toujours des problèmes ailleurs, c'est pas pour autant qu'on s'occupe pas de ceux de chez nous. D'accord, mais... Et pour résumer, tu disais, à l'époque, on avait peut-être le droit de dire plus de choses. C'est toujours très dur de juger son époque par rapport à une époque passée, en fait. Oui, moi, parce qu'aujourd'hui, voilà, on disait, à l'époque, Matzneff qui disait « j'adore me taper les gamines de 12 ans », qui disait ça sereinement, on voit ça aujourd'hui, scandale, ok, tout ce que tu veux. Voilà. Bon, là, Cédric, je suis d'accord. Matzneff, pas bien. pas bien. Mais pourtant, à l'époque, je suis sûr que si on discutait avec Pivot ou avec quelqu'un d'autre, je vois tes signes, Cédric, on n'allait pas trouver que Pivot était un défenseur de la pédophilie. C'est beaucoup. Si, mais ça posait pas de problème. Voilà. Parce que ce qu'on ignore, c'est qu'effectivement, dans les années 70, on a pas mal de philosophes bien connus et bien ancrés dans le milieu universitaire qui ont défendu la pédophilie comme étant la suite de la libération sexuelle. Pour eux, c'était normal et ça posait pas de problème dans les années 70. Ok, est-ce que vous voyez mes signes maintenant? Non, mais c'est juste pour appuyer le fait qu'il y a des choses qui choquent à une époque et qui ne choquent pas à une autre époque. Et notamment, il y a eu une période durant laquelle la pédophilie, ça ne posait pas de difficulté. Un discours s'adapte toujours à un public, de toute façon. Ah, la belle époque. Oui, on pourrait... alors là, on pourrait gloser longtemps là-dessus. Merci en tout cas pour le propos initial, la chronique de Pierre dans cette fameuse série qui va vous suivre toute l'année. Je respecte rien. Finalement, ça colle assez bien, je trouve, en termes d'intitulé de série. Très bien. Voilà, donc on se retrouvera avec une chronique du même type le mois prochain, pour le prochain rendez-vous. Dans quelques instants, changement de sujet, puisqu'on va retrouver Alexis. Alexis, cette fois-ci, tu vas mettre non plus la casquette du philosophe politique, mais celle que tu connais le mieux, à savoir celle qui croise philosophie et religion. Et du coup, on va te retrouver dans quelques instants pour ton propos, juste après ça. Rien. À voir. Rien. À voir. Voilà, il n'y a rien à voir, ça continue, émission, culture, jeunesse. On propose une série de réflexions. Alors bien sûr, si vous avez une remarque, un commentaire, un coup de gueule, n'hésitez pas à nous faire partager, puis on fera un plaisir de rebondir dessus et de l'évoquer ensemble. Voilà, ça discute en simplicité et on va quitter la simplicité. Non, je rigole. On va retrouver maintenant Alexis, alias le dieu de la philo, pour un propos centré sur la thématique qu'il affectionne tout particulièrement, à savoir philosophie et religion. Et oui, ça se croise, visiblement, Alexis. Tout à fait. Je vais bientôt recevoir le théologien Langlois, Michael Langlois, qui enseigne à l'Université de Strasbourg. Et on va parler ensemble de la Bible. Et je me suis dit que ce serait intéressant déjà de voir dans cette émission les grands débats, et notamment le grand débat, ou un des grands débats en tout cas, à propos de la Bible, à savoir est-ce que la Bible peut être la parole de Dieu? Parce que ça, c'est une des questions qui paraît être les plus définitivement closes, et pourtant, ça n'est pas le cas. Parce que si on nous demande est-ce que la Bible est la parole de Dieu, ça paraît évident que non. Non, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Alors, la première, et celle qui est la plus manifeste, surtout quand on connaît bien l'histoire de la philosophie, c'est Spinoza et son traité théologico-politique qui expliquait que quand on regarde la Bible, la majorité des écrits ne sont pas signés de la main de Dieu. En fait, la plupart des écrits, hormis les écrits prophétiques
qui eux prétendent parler de la part de Dieu, où on a effectivement la personne qui intervient et qui dit « Ainsi parle l'Éternel », ouvrez les guillemets, et dans ce cas de figure, il parle effectivement de la part de Dieu, enfin en tout cas il a cette prétention. La plupart des écrits, en revanche, ne sont pas des écrits de ce style-là, et dans le Nouveau Testament notamment, on voit bien que la plupart des écrits sont des écrits d'apôtres qui font part de leurs propres observations, de leurs propres yeux, qui font part de leurs propres réflexions, c'est eux-mêmes qui réfléchissent, ils ne prétendent pas signer leur texte de la part de Dieu, mais au contraire, ils signent d'eux-mêmes. Luc dit que c'est lui-même qui a fait ses recherches et qui signe ce texte qu'est l'évangile de Luc, par exemple. Et donc, il semblerait que la Bible ne puisse pas être la parole de Dieu, puisque c'est une parole humaine. C'est ou bien une parole de Dieu, ou bien une parole humaine. Ça ne peut pas être les deux, nous dit Spinoza. Et donc, puisque c'est une parole humaine, ce n'est pas une parole de Dieu. Et ça, cet argument était très important parce que c'est un argument qu'on ne considérait pas trop avant le XVIe siècle. Et puis, de l'autre côté, au-delà des arguments de Spinoza, il faut également ajouter tout ce qui est de l'ordre des erreurs et des contradictions qu'on peut trouver dans la Bible. Si Dieu est l'auteur de la Bible, a priori, on s'attend à ce qu'elle soit sans erreur, puisque Dieu est censé être omniscient, il est censé connaître toute la vérité et ne dire que la vérité, et donc, par conséquent, si la Bible est sa parole, elle ne devrait contenir aucune erreur. Or, le problème, c'est que la Bible semble contenir certaines erreurs scientifiques, historiques, il y a des contradictions parfois entre les textes. Par exemple, la Bible semble en tout cas adhérer à une cosmologie antique qui est relativement obsolète. Par exemple encore, il y a des passages parallèles dans les livres historiques ou entre les évangiles où les événements ne se situent pas forcément dans le même ordre, où parfois les datations ne sont pas les mêmes, où les heures ne sont pas les mêmes, et ça pose des difficultés. On a l'impression que ce texte est rempli de contradictions. Or, si Dieu était l'auteur de la Bible, il ne devrait pas y avoir de contradictions. Et donc, par conséquent, on peut avoir un peu l'impression qu'aujourd'hui, le débat est clos, notamment en philosophie, comme pourquoi pas en théologie. On pourrait se dire que voilà, la question est close, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Et pourtant, dans les années 90, un certain nombre de philosophes ont réouvert le débat. On a notamment Richard Swinburne, Nicolas Wolterstorff ou encore William Lane Craig qui ont tenté d'apporter des réponses face à ces objections pour dire que finalement, on avait peut-être enterré un peu trop vite cette hypothèse de la Bible en tant que parole de Dieu. Peut-être que ça reste un énoncé qui est toujours pertinent pour aujourd'hui. C'est pas des Français, Alors, en France, il n'y a pas beaucoup de philosophie de la religion. Oui. La France est un pays tout petit, donc non, la plupart des penseurs sur la philosophie de la religion sont anglais ou américains. Et notamment, le premier là dont je vais parler, Richard Swinburne, est anglais. Richard Swinburne a écrit Revelation from Metaphor to Analogy en 1992. Bon, là, j'aurais compris, il n'était pas français. Mais... Voilà, dans lequel il explique que on peut concevoir qu'il y ait de possibles erreurs ou de possibles contradictions dans un livre qui pourtant est prétendument révélé par Dieu, tel que par exemple dans la Bible. Alors tout d'abord, Swinburne rappelle une évidence, c'est que dans la Bible, il y a différents styles littéraires, il y a différents genres, et donc par conséquent, il faut juger la vérité de chaque texte en fonction du genre auquel il appartient. Il est évident que si on a affaire à une fable morale, par exemple, on ne va pas se poser la question de savoir si c'est vrai factuellement. Ce n'est pas le but de ce texte. De la même manière, il faut juger en fonction des standards de l'époque. On sait qu'à l'époque, notamment les récits historiques dans l'Antiquité avaient des standards un peu plus faibles que les exigences d'aujourd'hui. On pouvait se permettre des approximations qui aujourd'hui, sur le plan académique, seraient inacceptables. Et donc, par conséquent, il ne faut pas oublier qu'il y a différents genres et également différents standards selon les époques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que oui, il peut y avoir des erreurs dans la Bible, notamment lorsqu'elles sont liées aux croyances de l'époque à laquelle la Bible a été écrite. Et Swinburne, là-dessus, fait valoir ce qu'il appelle les présuppositions qui peuvent être avancées dans un discours à côté des assertions. Alors, je sais que c'est encore un peu chinois, mais je vais m'expliquer. Il arrive souvent que dans un discours, on rappelle les présuppositions de son interlocuteur, c'est-à-dire ses croyances culturelles. Mais ces présuppositions, même si elles sont fausses, n'entachent pas le message en lui-même, parce que c'est le message en lui-même dont on s'intéresse à savoir s'il est vrai ou pas. Je donne un exemple pour que ce soit plus clair. Si un historien romain, par exemple, nous dit que le divin Auguste s'est rendu à Brindisi, par exemple, eh bien, le fait que Auguste soit divin, ce n'est pas le cœur de son message, ça c'est simplement un rappel dans la culture romaine, on l'appelle comme ça, c'est le divin Auguste, on l'appelle comme ça, mais ça ne fait pas partie de l'information en tant que telle que l'historien est en train de nous transmettre. Et donc on s'en moque de savoir si Auguste est divin ou pas, c'est pas ça la question. La question c'est est-ce qu'il s'est rendu, oui ou non, dans telle ou telle ville. De la même manière, je pourrais dire qu'aujourd'hui, il arrive que de nombreux journalistes parlent de sa sainteté le pape, pourtant très peu de journalistes sont catholiques. Est-ce que s'ils nous disent que Sa Sainteté le Pape a rendu visite à tel ou tel pays, c'est faux parce que le catholicisme est faux, par exemple. Enfin, à supposer qu'il soit faux. Mais évidemment, non, puisque ce n'est pas le cœur de l'information. Le cœur de l'information, ils font simplement que de reprendre un code culturel, mais en fait, on s'en moque. Ce qui compte, c'est le cœur de l'information, et le cœur de l'information, c'est que le pape s'est rendu dans telle ou telle ville, par exemple.
Et donc là, de la même manière, c'est possible que dans la Bible, si Dieu parle dans une culture, qu'il utilise des codes culturels, qu'il rappelle des croyances culturelles pour ensuite s'adresser aux personnes. C'est tout à fait possible qu'il y ait de tels rappels qui peuvent être erronés, mais ce n'est pas ça le cœur du message. Il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre du rappel culturel et puis de l'ordre du message en tant que tel. Et puis enfin, Swinburne rappelle que si Dieu est l'auteur de la Bible, en fait, il y a deux auteurs systématiquement. Il y a Dieu en tant qu'inspiration lointaine, on va dire cela comme ça, et puis d'autre part, il y a l'auteur humain. Et que peut-être que les deux n'ont pas forcément voulu dire la même chose. Et donc, lorsqu'on a affaire à un texte qui peut être factuellement problématique ou moralement problématique, on peut être tenté de vouloir le lire dans un sens plus allégorique, non pas comme l'auteur lui-même aurait voulu l'entendre, l'auteur humain, mais comme Dieu, lui, pourrait l'entendre. Alors, on pourrait dire c'est un peu facile, mais néanmoins, c'est quand même une méthode qui est assez classique dans l'histoire de l'Église. On a notamment Origène, Grégoire de Nice et Augustin qui ont encouragé la lecture allégorique de la Bible. D'ailleurs, je ferai remarquer, Swinburne ne le fait pas, mais Jésus aussi invite à lire l'Ancien Testament comme une sorte de préfiguration de lui-même. Et donc, il a une lecture qui n'est pas toujours très littérale de l'Ancien Testament. Donc, c'est quelque chose qui est assez ancré dans l'histoire de l'Église. Et ça n'est pas, une hypothèse ad hoc que de penser que si Dieu est à l'origine de la Bible, eh bien, qu'il ait voulu donner un autre sens que le sens que l'être humain qui a écrit tel ou tel texte a voulu lui donner. Donc, la Bible peut contenir des erreurs. Ce n'est pas un vrai problème si c'est un texte qui est divin. On peut y voir une forme d'accommodation divine à une culture donnée. On peut voir une double intention dans un passage, auquel cas on peut être invité à lire la Bible de façon allégorique. Tout ça, c'est très intéressant. Mais pour le moment, on n'a parlé que de la question de la vérité. On n'a pas encore parlé de ce qui faisait que le texte pouvait être justement attribué à Dieu. Est-ce que le texte peut être attribué à Dieu ? Et là, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas Wolterstorff qui a davantage traité cette question-là dans un livre qui s'appelle Divine Discourse, publié en 1995, dans lequel il développe une théorie qu'on appelle la double agence. Comment est-il possible qu'un texte soit co-signé à la fois par Dieu et à la fois par un être humain ? Alors en fait, la double agence, ça veut dire que c'est un discours qu'on assume à travers des mots qu'on n'a pas prononcés soi-même ou qu'on n'a pas écrit soi-même. Et Wolterstorff donne deux exemples, ou plutôt deux modes selon lesquels la double agence peut se produire, ce qu'il appelle la délégation et l'appropriation. La délégation, c'est lorsqu'une personne est, dans certaines conditions, autorisée à parler au nom d'une autre. Typiquement, c'est le cas de l'ambassadeur, c'est le cas de la secrétaire, qui va parler. Et d'ailleurs, je suis en train de féminiser la secrétaire. Voilà, ça, c'est mal. Sexisme ordinaire. Mais c'est des exemples typiques de délégation d'une parole où le secrétaire ou la secrétaire ou l'ambassadeur va parler, ou l'ambassadrice, madame l'ambassadeur, ou madame l'ambassadrice. Je ne sais plus ce que l'Académie française accepte. Dans ces cas-là, on voit que la parole est déléguée. Il y a également le cas de l'appropriation, et typiquement, c'est lorsqu'on cite un autre auteur ou lorsqu'on fait de son discours le sien, on s'approprie son discours. Des exemples classiques, c'est donc la citation. C'est aussi, par exemple, si vous dédicacez une chanson pour votre bien-aimé, vous vous appropriez donc le contenu de cette chanson, les paroles que vous n'avez jamais écrites pourtant. C'est comme si vous la co-signez d'une certaine manière. Wolterstorff signale quand même que dans ce dernier cas, il suffit de s'accorder avec l'essentiel du message. Il n'y a pas besoin de s'accorder avec toutes les parties du message. Il faut que le centre, le cœur du message suscite notre adhésion sans nécessairement y voir une adhésion totale sur chacune de ses parties. Et donc Wolterstorff pense que la Bible pourrait être expliquée en partie en faisant recours à la délégation. La délégation pour expliquer notamment les prophètes de l'Ancien Testament qui parlent au nom de Dieu, qui sont comme les secrétaires de Dieu. Et puis d'autre part, par appropriation, comme on le voit dans les écrits des apôtres et des évangélistes, qui eux parlent en leur propre nom. C'est comme si Dieu signait après et non pas avant le texte. Wolterstorff signale également qu'il est possible qu'on puisse trouver, pourquoi pas, des erreurs, puisque si on accepte d'une manière générale l'idée dans l'appropriation qu'il puisse y avoir un contenu qui, d'une manière générale, est approuvé, mais pas forcément dans ses parties, il se peut aussi qu'on puisse trouver dans la Bible des passages problématiques, auquel cas c'est bien d'essayer de trouver un sens alternatif, mais ce n'est pas un problème fondamental. Et donc Wolterstorff reconnaît qu'on peut là essayer de comprendre comment une parole peut être à la fois humaine et divine sans que ça pose un problème rationnel insurmontable. Mais le problème, c'est que Wolterstorff nous explique là, d'une certaine manière, la façon comme si Dieu trouvait la Bible et qu'il la signait a posteriori. On ne comprend pas très bien comment Dieu pourrait être la cause de tout cela. Ce qu'on appelle typiquement la théorie de l'inspiration, parce que ces auteurs-là, on a l'impression qu'ils ne sont pas spécialement inspirés par Dieu. Et pour cela,
on peut invoquer William Lane Craig, qui a écrit un article bien intitulé « Men Moved by the Holy Spirit », publié en 99, dans lequel il cherche à expliquer comment on pourrait trouver une théorie causale où Dieu cause les écrits inspirés, et pour autant, les hommes utilisent leurs propres compétences naturelles pour écrire ce texte comme s'il n'avait pas été inspiré. Comment ça se fait qu'on a ce double phénomène? Alors, William Lane Craig reconnaît que dans l'histoire de l'Église, d'une manière générale, c'est la théorie de la dictée qui a prévaut. C'est-à-dire qu'on supposait que Dieu était la tête du texte, c'était lui qui pensait les mots, c'est lui qui choisissait les mots, et les hommes n'étaient que de purs instruments, de pures mains, qui ne servaient à rien d'autre et qui étaient des cabines d'enregistrement, enfin des machines d'enregistrement purement passives. Le seul problème, c'est que ça rend absolument pas justice à la personnalité des auteurs. Et quand on voit, par exemple, le fait qu'il y a 4 évangiles, ce serait bizarre de supposer que Dieu ait dicté 4 évangiles complètement différents, avec des personnalités des auteurs qui sont complètement différentes. Alors, William Craig propose un autre modèle. Il prétend pas être le premier à l'imaginer, mais il propose un modèle qui pourrait expliquer et qui serait autre que le modèle de la dictée. Ce modèle, c'est le suivant. C'est que Dieu étant omniscient, il connaît l'ensemble des mondes possibles. S'il connaît l'ensemble des mondes possibles, il connaît donc tout ce qu'écrira un être humain placé dans telle ou telle situation. Il lui suffit donc de concevoir parmi tous les mondes possibles un monde possible dans lequel les auteurs écriront effectivement ce qu'ils souhaitent écrit, avec leur propre capacité naturelle, et donc c'est ce monde-là qu'il choisit, et ainsi il peut être considéré comme étant l'inspirateur de la Bible, tout en sachant que de l'autre côté, les êtres humains utilisent des compétences qui sont purement naturelles pour expliquer comment le texte est survenu. C'est bien des êtres humains qui ont écrit avec leurs propres compétences et leur propre style. Et donc on voit là que c'est possible, effectivement, de concevoir un texte qui est à la fois un texte inspiré par Dieu et en même temps un texte qui soit écrit par des humains. Alors ça ne veut pas dire que c'est effectivement le cas. Le tout, c'est simplement que c'est possible. Il n'y a pas de contradiction. C'est pas parce qu'on trouve des erreurs, c'est pas parce que le texte est signé de la main de l'homme que forcément ce serait impossible. Rien. À voir. Rien. À voir. Alexis, toujours aussi passionnant et toujours aussi peu enclin à regarder sa montre. Allez, donc moi j'ai une réaction par rapport à ça, mais peut-être je jette mon regard à gauche, à droite, voir si quelqu'un a déjà compris. Hein. non. Si quelqu'un a une réaction par rapport aux propos d'Alexis, peut-être c'est des questions, peut-être qu'on se pose même pas. Hein. Non, je sais pas, c'est des anglophones qui se posent la question, peut-être que... Alors, j'y vais avec ma question, je vous laisse réagir si jamais... Je dirais qu'on se pose pas la question, parce que la question, elle est vite répondue. On a l'impression que la réponse est déjà donnée. C'est que, évidemment, la Bible n'est pas la parole de Dieu, il n'y a même plus besoin de te poser la question. Donc, l'intérêt de ces philosophes, c'est de se dire, l'athéisme, en tout cas, peut-être s'appuie sur des arguments qui, finalement, ne sont pas si forts que cela. C'est ça l'intérêt de ces débats-là. Et justement, si on est lecteur de la Bible, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, hein, qu'on désire jeter son regard sur ce texte. Moi, je trouve que de connaître, de savoir, on a l'impression qu'il faut avoir une tête, mais une tête tellement remplie de tellement de connaissances pour pouvoir réussir à analyser derrière le mot, le grec, le contexte, le latin, la traduction, le machin, que tu as l'impression en fait de ne pas pouvoir lire en simplicité un texte. Non, je sais pas. Pour faire un parallèle avec un truc qui n'a rien à voir avec la Bible, le Seigneur des Anneaux. Le Coran d'ailleurs. Hein, le Coran et la Bible, c'est pas rien. Mais les théories de l'inspiration sont complètement différentes, par contre. Oui, d'accord. Dans le Coran, c'est radical. C'est la parole de Allah, il n'y a pas de... pour parler du Seigneur des Anneaux... c'est pareil, d'ailleurs. Laissez-le parler. Là, il a raison. J'adore quand tu fais ça, la caméra tourne vers toi, c'est à toi la parole. Pour parler de Seigneur des Anneaux, est-ce qu'il y a des fans de Seigneur des Anneaux ici? Ah oui. Ok. Enfin, oui. Ok. À quel fan du Seigneur des Anneaux? Un petit peu, pas trop fan, ou tu connais, t'aimes bien, mais sans plus? Exactement, la deuxième. Je connais, mais sans plus. T'as vu les films, c'est sympa. T'as vu les films 10 fois environ. Il y a des belles musiques, des beaux paysages. 3 fois de suite, c'est bon. Bon, voilà. Fan du Seigneur des Anneaux? Je l'ai vu. Voilà. J'ai pas trop aimé, je l'ai vu. D'accord. On va ça sent le sujet. Non, mais pas de souci. Je l'ai dit avant. Arrêtons le suffrage universel. Enfin, il y a plusieurs fans de Seigneur des Anneaux. Tu vois, effectivement, les personnes qui ont vu le film, c'est sympa, c'est joli, c'est un bon divertissement. Si 4 ans après, ils repassent à la télé, ils vont le regarder. Voilà. Il y en a qui vont être un petit peu plus, qui vont dire ouais, c'est vachement bien, je connais les 9 personnages qui font la communauté de l'anneau, je connais 2-3 noms de Terre du Milieu, tout ça, c'est bien. Et après, il y a les mecs qui n'ont pas de vie, qui ont passé beaucoup trop de nuits sur Tolkien Deal
et à lire le Silmarillion et à faire des fiches sur le Silmarillion. Oui, ça existe, ces gens-là. On a une vie, on existe. Hein. Montre-nous ces fiches. Et voilà. Mais est-ce qu'on peut dire que ces personnes sont fans au même niveau que celles qui ont simplement vu et qui connaissent 2-3 trucs? C'est là qu'on va rentrer dans le problème de tout et de tous les sujets et de ce que tu as dit avant aussi, Alexis. On a la gradation. À quel moment on se dit, si tu veux te dire croyant ou t'intéresser à ça, il faut que tu connaisses tout. Vous voyez, on peut très bien dire à quelqu'un, tu n'es pas un vrai fan du Seigneur des Anneaux parce que tu n'es pas capable de me raconter la bataille des larmes innombrables. Vous voyez, et on peut très bien dire à un croyant, tu n'es pas croyant parce que peut-être que tu as lu la Bible, mais tu es incapable de me citer le Deutéronome par cœur. Tu vois, le problème, c'est que tu dis, tu as l'impression qu'il faut avoir une tête comme ça et avoir énormément de connaissances, parler le grec, mais avant le grec, il faut parler l'hébreu, et avant l'hébreu, il faut parler l'araméen. Et si on ne parle pas l'araméen, on ne peut pas se dire vrai croyant parce qu'on n'a pas la vraie parole, parce que ça a été galvaudé et biaisé. Le problème, c'est qu'en disant ça, déjà, on va réserver la religion à une élite, parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui parle l'araméen encore aujourd'hui. Et puis une élite qui s'intéresse à ces sujets. Voilà, c'est ça. Et en faisant ça, on va en fait, un peu à la manière de, je ne sais plus l'auteur, parce que tu as cité beaucoup, qui parlait, qui disait qu'on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec tout le message, mais le cœur du message. En fait, il y en a plusieurs qui le disent, hein, aussi bien Richard Sundern que Walter Stoff. Voilà, je suis pas d'accord avec eux parce que ça soulève un problème. C'est quoi le cœur? On est obligé de définir le cœur du message. Et c'est là qu'il y a tout le problème. Est-ce que le cœur du message, c'est quoi? C'est aimez-vous les uns les autres et la miséricorde des pauvres du cœur, et on s'arrête là. Et si c'est... Est-ce que c'est ça le message? T'as eu tes 12 minutes, Alexis, tout à l'heure. Ouais, t'as 4 émissions qui sont passées, là, c'est fini. Coupez-lui le micro. Je suis en train de niquer les miennes. Mais est-ce qu'on considère que le cœur du message, c'est ça? Ou est-ce que le cœur du message, c'est tout le Nouveau Testament et également aussi tout l'Ancien Testament qui va avec? Ou est-ce qu'on en fait abstraction? Est-ce qu'on se la joue protestant? Tu vois, c'est ça, en fait, dans ce genre de théorie qui est tout à fait sympathique, mais pour moi, du haut de toute l'arrogance que je peux faire preuve, qui est merdique parce que je connais la légitimité, mais quand même, c'est faux parce qu'on est obligé de définir le cœur du message de la même façon qu'on est obligé de définir la ligne d'acceptation de qui est un fan du Seigneur des Anneaux, qui est un vrai croyant. Ça oblige un arbitre, une décision arbitraire de dire à partir de là, tu es fan du Seigneur des Anneaux, à partir de là, tu es croyant, et tu es obligé de croire à ça, 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 ça et ça, mais pas ça et ça et ça, de tout ce qu'il y a dans la Bible pour te dire adepte et fidèle. Et là, ça pose un gros problème parce que qui va décider ça? Une précision, Victor, hein? Ouais, moi je trouve qu'il y a quand même un avantage avec la religion, la philosophie de la religion, c'est qu'au moins on accepte le fait de poser des questions. Et ça, pour moi, déjà, ça cause tous les soucis qu'on peut avoir après. C'est qu'il y a ceux qui acceptent de se poser des questions et de remettre en question le sujet qu'ils étudient. Et il y a ceux qui disent non, c'est comme ça, ta gueule. Tu vois, c'est le mec qui va te dire non, le Seigneur des Anneaux, c'est les versions longues, ta gueule. Tu vois. Alors, là, je suis d'accord, faut les couper en deux, ceux qui regardent le cinéma. Merci. Mais quand même, non, voilà. Et au niveau de la religion, c'est la même chose. Moi, je me considère comme athée, agnotiste, tout ce que tu veux. Bref, je ne crois pas, je ne suis pas catholique, je ne suis pas chrétien. Mais j'accepte qu'on me parle de religion quand celle-ci est réfléchie et que celle-ci est argumentée. Et justement, Alexis, avant, tu disais, ça peut être des arguments contre l'athéisme. À l'inverse, un athée peut avoir des arguments contre la religion. Et au moins, accepter ça, ça démontre un truc, que les gens soient fans, que les gens soient religieux, que les gens... voilà, c'est le fait qu'ils croient en quelque chose. Et cette croyance, tant qu'elle est remise en question et acceptée, là, elle est intéressante, tu vois. Et au moins, la philosophie de la religion, ce que nous présente Alexis, c'est que ça permet de se poser ces questions-là et nous, au moins, d'avoir un débat. Parce que si c'était juste pour nous dire, au final, conclusion de ma chronique, c'est Dieu qui a écrit la Bible, point, taisez-vous tous, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Alors qu'au moins là, on peut au moins essayer de comprendre. Alors, c'était un peu long, mais c'est un peu intéressant. tu me donneras les auteurs de nouveau parce que j'avais plein de questions au milieu, mais à chaque fois j'ai oublié l'autre par la première. Moi je les ai envoyés sur Messenger pour pas les c'est pour ça que j'étais sur le téléphone tout le temps. En fait, c'est pas que je m'intéressais pas. Il y a un truc, ce que je trouve très drôle aussi, c'est qu'en fait dans les questions religieuses, on retrouve en fait toutes les questions qu'on peut se poser dans d'autres contextes. Moi, par exemple, mais si on peut dire, mes croyances, ces sujets-là qui ont créé cette passion, parce que c'est la passion qui rend tout, qui m'ont fait me poser ces questions sur un sujet, c'est justement le Seigneur des Anneaux, c'est Warcraft, c'est les univers d'Heroic Fantasy que j'ai connus, c'est les jeux vidéo auxquels j'ai connu, c'est les jeux vidéo où j'ai passé des 600 heures dessus, et où je me demande si, effectivement, Sargeras, c'est pas le dieu créateur de l'univers de Warcraft, alors qu'en fait, non, c'est Arthas qui devait le faire, tu vois, ce genre de choses. Et au moins, cette passion-là, elle se révèle par justement le questionnement qu'on a autour, quoi. Ouais, après, il y a tout de même une différence entre l'analogie, là, entre
Seigneur des Anneaux et être fan passionné, Seigneur des Anneaux et être passionné ou plutôt croyant de manière forte, c'est tout de même, il y a une philosophie de vie, une vision du monde, je dirais, qui accompagne peut-être les grandes croyances qu'on connaît, monothéistes, etc. Alors qu'il y a moins une vision du monde qui accompagne les gens qui sont très passionnés de Warcraft. Ça dépend, en fait. Les gens typiques... Préjugés peut-être, hein, mais voilà. Les gens typiques, c'est tout le phénomène qu'il y a autour du jédaïsme, qui a été reconnu comme religion, puisqu'il a suffisamment d'adeptes en Angleterre. Suffrage universel. C'est-à-dire que... Encore et toujours. Le jédaïsme, personnellement, je pense qu'en réalité, c'est une forme de taoïsme qui a été intégrée à Hollywood. Mais il y a bien une vision du monde, il y a bien l'idée du force côté obscur, côté Je pensais avoir un truc clair. intéressant à dire, mais non. Du coup, on peut en tirer une véritable philosophie de vie, on peut vivre comme un Jedi. Enfin, il y en a qui le font, je pense qu'il y en a qui le font pour rigoler, et il y en a aussi qui le font sincèrement, et je pense vraiment qu'il y a... De toute façon, c'est du taoïsme en version Hollywood, donc il suffit simplement d'être taoïste, et c'est bon. Et pareil, pour Matrix, Matrix n'est qu'une forme d'hindouisme version Hollywood. Matrix, c'est l'idée que ce monde est illusoire et que il faut comprendre que ce monde est illusoire pour s'en libérer. C'est du pur hindouisme. Pareil, on peut être fan de Matrix et puis aussi avoir une philosophie de vie qui en fait est dérivée de l'hindouisme. Ce que tu disais avant, faut bien saisir le cœur du message. Et pas ce qu'il y a autour et l'aspect culturel. Je sais plus comment tu as utilisé un très bon mot dont je me souviens plus. Et les présuppositions Ouais, enfin, non, pas le divin Auguste est allé, tu as dit le fait qu'on l'appelle divin, on s'en fout, tu vois, c'est de la formule. C'est intéressant, très intéressant. Ça déjà, c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui, de effectivement bien comprendre ce qu'on veut dire. Pourquoi je dis ça ? Parce que tu disais avant le parallèle avec le Seigneur des Anneaux, j'ai utilisé ce parallèle, pour parler du Seigneur des Anneaux, mais parce que ça fait toujours plaisir, mais deux, pour bien montrer qu'il y a toujours cette notion d'arbitre en fait qui est très compliquée à gérer, parce que à qui va décider toi t'es un fan, toi t'es pas un fan? Est-ce que, comme tu dis, il faut avoir poncé le Silmarillion en elfe littéraire pour se dire fan, ou est-ce que voilà, il faut juste aimer et aimer ça? Et la religion, c'était pareil, c'est est-ce qu'il faut maîtriser la Bible par cœur, ou est-ce qu'il faut juste croire au message? Mais là où du coup je suis pas d'accord avec Victor, c'est que il y avait un chroniqueur radio qui avait parlé de ça, un très très bon chroniqueur, je vous laisse trouver son émission sur internet, ça s'appelle « Y'a rien à voir ». Et on parlait justement de philosophie et de religion, et j'avais dit, est-ce que vous préférez, je sais plus comment j'avais tourné ça, mais il se cite lui-même, le gars, quoi. Ouais, c'est ça. Personne n'est à la hauteur. T'as un niveau, là. Je veux dire, tu vois, Zemmour à côté. BHL, qu'est-ce qu'il va me faire, en fait, tu vois. Donc là c'est l'agence unitarisée, divisée a posteriori, c'est bizarre. Hein. Ce que je disais, c'est que le problème avec ce qu'a dit Victor, c'est qu'on peut se poser des questions et tout, c'est bien. Mais ce que je reproche à la religion, en fait, c'est que, ok, on se pose des questions, très bien. Mais derrière, on y croit quand même. Qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de se branler dans une pièce, le temps de kiffer. Mais quand on sort de la pièce, bon, les gars. Oui, chacun conserve son... Mais voilà. À ce compte-là, t'aimes le Seigneur des Anneaux, c'est tout. C'est pas la peine de te branler sur le Silmarillion et sur le reste de l'histoire, quoi. Ça n'a rien à voir. Alors, non. Ce que je veux dire, c'est qu'on a là, on pose des questions. Effectivement, le problème, c'est que quand il y a ces débats philosophie et religion, on dit oui, est-ce que Dieu l'a bien écrit ou pas, tout ça, d'accord. Mais au fond, la personne croit quand même que c'est la parole de Dieu, c'est le message, c'est les règles dans lesquelles on doit vivre. Et c'est ça. Au final, il y a cette croyance. Et ce qui me chiffonne, 30 secondes. Ce qui me chiffonne, c'est que cette croyance, en fait, elle est basée, malgré toutes les questions qu'on s'est posées, sur Maca, je trouve. Alors pour le coup, je suis absolument pas d'accord avec toi. Mais la dernière réaction. Alors, pour le coup, je suis absolument pas d'accord avec toi. Mais on était déjà pas d'accord la dernière fois. C'est une question de personnalité. Je pense que c'est une question de personnalité. Je crois qu'on peut se poser des questions et considérer que les réponses qu'on apporte sont des arguments qui devraient nous faire changer d'avis. Et moi, par exemple, avant de réfléchir à cette question, j'avais tendance à considérer que la Bible n'est pas parole divine et ne devrait pas être considérée comme telle parce que c'est un mot qui a un certain sens, notamment à cause des arguments de Spinoza et des arguments des erreurs. Pour moi, c'était d'abord et avant tout un témoignage humain, mais ça ne pouvait pas être une parole divine. J'accepte qu'on puisse maintenant utiliser le terme de parole divine parce qu'il me semble que, bon, allez, pourquoi pas, les arguments sont valables. Et donc, j'ai changé d'avis en faisant cette chronique. Donc, je suis absolument pas d'accord sur l'idée que forcément, on pourrait discuter d'idées et ne pas changer d'avis malgré les arguments qui pourraient arriver. J'ai l'impression que ça arrive très souvent que ce soit le contraire. On discute d'idées, on a des arguments, et les arguments, ils ont leur propre force qui nous oblige à considérer que telle ou telle thèse est plus vraie que telle autre. Et à ce moment-là, on change d'idée. Oui, c'est quand même l'intérêt du dialogue rationnel qui cherche
se frayer un chemin quoi, dans ce qui a le plus de sens. Quoi. Ok. On va arrêter là. Je sais qu'on pourrait se remuscler longtemps et se relancer, mais on va arrêter là. Merci beaucoup Alexis pour la chronique qui a duré 3 fois trop longtemps, mais qui était très intéressante. La prochaine fois, on t'attend en tournant. Et merci pour vos réactions. Alors, ce qui va se passer, c'est que Annette, on l'a cité tout à l'heure, n'est pas là aujourd'hui. Elle est tout simplement malade. Mais elle nous a tout de même préparé un petit billet. Donc, on va écouter avec grand plaisir Annette, qu'on puisse pas dire que cette émission soit 100% masculine, n'est-ce pas? Donc on va écouter Annette et tout à l'heure, eh bien, on retrouvera notre invité. Il passe par là. On va changer complètement de sujet. Hein. On va parler de mission de service civique et autres types d'engagement, et ça c'est Pierre, tu le disais tout à l'heure, on peut pas voyager, on peut pas, etc. Sortir de notre quartier si on n'est pas dans des études supérieures et tout ça. Il y a quand même des petits dispositifs qui existent, non? Hein, on verra tout à l'heure. Oh putain, le raccourci que t'as fait. Oh là 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 là. Non, c'était une connexion, allez. Ouais. Allez, tu me l'accordes? Ça passe. Voilà, donc on parle du coup du service civique tout à l'heure et autres dispositifs, etc. Eh bien, on va t'interroger un petit peu là-dessus et découvrir bien sûr ce magnifique métier. Avec grand plaisir. Je vous attends au tournoi aussi. Oui, d'accord. On arrive. Ok, je sais pas si tu vas pouvoir battre le Seigneur des Anneaux et tout ça. On va te trouver des analogies que tu vas voir. Ça va être énorme. Allez, bref, restez bien avec nous et de suite, on a le grand plaisir bien de retrouver Annette. Bonjour mes chers auditeurs et chers collègues. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous. Je vous parle de l'antichambre de la mort, aussi connue sous le nom de royaume des mouchoirs et de Doliprane. Oui, j'ai attrapé froid, ce qui veut dire qu'au moins au sens social, je ne suis plus parmi les vivants. Normalement, la première chose à faire, c'est évidemment de demander à mamie comment se soigner, n'est-ce pas? Mais le savoir-faire de mon pays natal, la Lettonie, ne m'a pas sauvée cette fois-ci. J'ai testé tous les remèdes traditionnels. Je respirais de l'oignon, je mangeais du radis noir au miel, je parlais au dieu de la forêt et je me suis même fait des compresses de lardons et de fromage blanc. Mais je me suis vite rendu compte du fait que ce rhume français nécessitait une approche plus sérieuse. Donc, je cherchais des conseils dans d'autres cultures. Tout d'abord, je suivis le conseil chinois de l'acupuncture et je me suis retrouvée avec 10 aiguilles épinglées sur la pointe de mon nez. C'était presque aussi désagréable qu'un test de Covid. En plus, c'était pas très efficace. Alors, pour oublier ça, j'ai suivi une méthode écossaise et je bus un grand verre de whisky. Pas d'amélioration, sauf dans le mood. Ensuite, j'ai regardé comment font les Allemands. Malgré l'horreur que ça me procurait, je bus un peu d'extrait d'escargot visqueux. Heureusement, les Allemands avaient pensé à y ajouter un léger goût d'ananas. Après, j'ai mis la musique vietnamienne pendant que j'essayais la ventouse ou de sceller sous vide des tasses chaudes sur ma peau. Et puis, suivant les traditions russes, j'ai préparé un bain bouillant pour mes pieds. Bon, mon pédicure est parti en vapeur et j'ai l'air d'être une dalmatienne rouge et rose. Mais au moins, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Et finalement, après avoir mangé une soupe de lézard, un pudding d'ail et un bac entier de piment chili, j'ai le plaisir de vous annoncer que non seulement suis-je presque guéri, mais grâce à l'effet secondaire du bac de piment, j'ai également appris à cracher du feu. Ce qui veut dire que vous risquez de payer moins pour le chauffage cet hiver à la radio. You're welcome. Bon, je retourne au lit. N'est-ce pas génial que le monde est tellement riche de cultures et de méthodes pour se soigner? À plus, aptchou! Annette. Annette. Il suffit de dire ça, Annette. Merci Annette pour cette rubrique qu'elle nous envoie alors qu'elle est effectivement malade en vrai. Et j'espère qu'elle n'a pas tout testé.
ces remèdes. L'escargot à l'ananas, pourquoi pas, hein. Moi je suis chaud. Hein. C'est la compresse de lardon qui m'a fait un petit peu flipper. Avec du fromage, bon, ça sera... Bref, donc si vous êtes mal, ça peut arriver, mais il y a un endroit où il ne faut pas aller se soigner, c'est chez elle. Ok, allez, dans quelques instants, on va évoquer le sujet du service civique et de l'engagement d'une manière générale de la jeunesse avec notre invité. Il passait par là aujourd'hui. Il s'appelle Thierry Weber, notre invité, et on le retrouve juste après ça. Rien. À voir. Rien. À voir. Et oui, nouvelle saison pour l'émission, il n'y a rien à voir. Et justement, on continue ce moment avec notre invité du jour. Il y a plein de thèmes, il y a plein de choses qui existent. Alors, pour certains, ça va leur rappeler l'objection de conscience. Pour d'autres, effectivement, ils connaissent bien parce qu'ils ont des jeunes qui ont peut-être réalisé ce type d'engagement, mission de service civique, volontaire européen. Et pour d'autres, tout simplement, c'est des associations et ils ont accueilli même un jeune en mission de service civique au sein de leur structure. Bref, aujourd'hui, on va un petit peu décrypter tout ça avec une personne qui professionnellement bosse là-dedans. Il s'appelle Thierry Weber et il est coordinateur en mission de service civique. Est-ce que cet intitulé, il est juste? Le coordinateur de mission de service civique? Oui. Oui, alors on peut dire coordinateur de service civique ou coordinateur de volontariat. On verra qu'il y a tout plein de mots qui peuvent avoir un rapport avec le volontariat. D'accord. C'est très intéressant. Et juste la seule chose que je t'ai demandé de réviser avant de venir, c'était justement quelques petits chiffres pour qu'on puisse un petit peu se projeter dans la réalité du service civique, donc destiné aux jeunes de moins de 25 ans, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui font ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste très à la marge? Alors en 2019, c'est le dernier chiffre que j'ai trouvé, parce que 2020, on n'a pas su faire encore des estimations. Il y avait 140 000 personnes qui faisaient un service civique en France. Là, on ne compte pas les gens qui font un service civique à l'étranger. Et depuis 2010, car le service civique a 10 ans cette année, on voulait sortir les bougies, mais il y a eu un confinement, donc il n'y avait pas trop de bougies. Depuis 2010, c'est 435 000 volontaires, parce qu'on appelle des volontaires des services civiques, c'est des synonymes. 435 000 personnes qui ont fait un service civique depuis 2010. Donc il y a un chiffre énorme en 2019 par rapport au volume total là, des 10 années. Il faut savoir, après j'aimerais peut-être avoir votre avis, ces 3-4 dernières années, c'est quand même quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé. Il y a eu beaucoup de pubs, il y a eu beaucoup de coups de communication aussi du gouvernement qui gère ce programme, qui encadre ce programme. Mais c'est vrai que 140 000 sur 435 000, c'est quand même pas mal en 2019. Petit tour de table peut-être, est-ce que vous connaissez service civique et ce genre de dispositif? Est-ce que vous avez des proches ou des connaissances qui ont fait ce genre de dispositif, Victor? Ouais, bien sûr. Ouais. Moi j'ai plusieurs amis étudiants qui, soit en post-études, soit en année de césure, ont fait un service civique. Et du coup, il y a un retour comme ça global qui arrive ça dépend des domaines dans lesquels ils bossent, mais pour la plupart, c'est un retour positif. Ouais. Ok, Pierre? Idem, quand j'étais à la fac, bien sûr, j'ai eu pas mal de potes qui faisaient ça. Soit en année de césure, comme tu dis, soit j'en avais une carrément qui avait un 20 heures semaine, donc elle faisait en parallèle de ses études aussi. Donc, non, c'est vrai que dans le monde universitaire, c'est quelque chose de très courant. Je me suis moi-même renseigné, j'ai hésité, mais finalement, non, j'ai fait autre chose, mais ouais. En fait, c'est ça ce qui est intéressant avec tout le panel. Donc, c'est de 16 à 25 ans. Et c'est vrai qu'on a des gens qui viennent en année de césure. Je suis entre ma licence et mon master, je ne sais pas quoi faire. Il y a des gens qui viennent juste après le lycée. Donc, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans cette tranche d'âge-là. Et il y a aussi, je pense, dans les facultés à l'université, on commence à penser à s'engager associativement. On a peut-être aussi plus le temps quand on est en première année de fac. Tiens, est-ce que je ferai un service civique à côté de mes études? Alors, c'est pas forcément quelque chose. Effectivement. À part médecine. Attends, un service civique dans les bars de la Cruteno, moi j'ai beaucoup bossé. Alors, c'est pas dans ce type de structure-là qu'on peut faire un service civique. Oui, puisqu'il faut une structure associative pour accueillir une personne qui s'engage. Ouais, ce qu'on dit dans le jargon, c'est des associations à but non lucratif. Donc, association, union, fédération, mais on va dire dans le monde associatif. On va pas faire un service civique dans un bar ou dans une grande entreprise qui brasse des millions. Par contre, la plus grande
grande entreprise de France, à savoir l'État, un peu, non? Exactement. Ouais. Je sais pas si c'est la plus grande, mais j'ai avancé en mode fonctionnaire. Oui, alors il y a une part de service civique dans le service public, dans des grands organes de l'État, Pôle emploi ou des choses comme ça. On peut retrouver des services civiques. Donc c'est vrai que, on l'a dit avant, le panel des personnes de 16 à 25 ans, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui font un service civique dans beaucoup d'endroits différents. Hein. Encore un chiffre, parce que tu m'as demandé de ramener des chiffres, donc j'ai pris tous les chiffres que je voulais. Il y a environ 10 500 organismes qui ont été agréés en 2019 pour accueillir des services civiques. Donc 2500 Non, 10 500. Ah oui, okay. 10 500. Donc 10 500 trucs différents qui ont accueilli des services civiques. Donc ça rend la chose et ça rend le programme quand même assez vaste. Attends, ça me donne envie de faire une petite division. Donc 140 000, 10 000, ouais, ça me fait 14 bonhommes par... Bon, après, j'imagine qu'il y a des gros établissements, les écoles, Exactement. Les compagnies qui absorbent beaucoup de monde. Alexis, tu connaissais, toi, le dispositif mission de service civique ? Moi, j'étais au courant parce que c'est arrivé une fois que j'avais plus droit. Donc, je fais partie de la génération qui sont vieux. Hein, donc, la génération des lésés, des grands lésés. Donc, je crois me souvenir que j'ai entendu parler du truc une fois que j'y avais plus droit. Ok. Sniff. Désolé. Alors, du coup, comment ça se passe ? Parce qu'on parle, et là, c'est une petite remarque aussi, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, sur comment est-ce qu'on procède, si on est intéressé, tout ça. Oui. Est-ce que c'est pas un tout petit peu, justement, un monde étudiant ou un monde, justement, qui est déjà formé, qui a déjà quelque chose dans ses bagages, qui justement souhaite vivre une expérience à l'étranger ou en France, d'immersion dans un engagement associatif, qui se retrouve là, ou est-ce qu'effectivement on retrouve aussi des portes, des tremplins pour des jeunes qui sont justement un petit peu en galère à ce niveau-là, panne d'orientation complète, peu importe à quel niveau on est. Comme le dirait une célèbre marque, j'ai réfléchi à une petite formule avant, à une célèbre marque, une marque de fast-food que je ne citerai pas, qui dit « Venez comme vous êtes ». Alors l'adage est repris depuis toutes ces années. En fait, ce qui est intéressant avec un panel de personnes de 16 à 25 ans, c'est qu'on a des gens différents et des personnes différentes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que si on a 17 ans, on vient d'avoir notre bac, et si on a 25 ans, on sort d'un doctorat, on va avoir deux personnes différentes qui peuvent s'inscrire dans une seule et même mission. Mais c'est vrai que pour tous ceux qui s'engagent dans un service civique, il y a quand même cet ADN, on pourrait dire, d'engagement associatif et d'engagement pour les autres. Mais pour autant, moi, je vois au quotidien des personnes super différentes, avec des ambitions vraiment différentes et des objectifs vraiment différents aussi à travers un service civique. Si on reprend l'exemple de la personne qui est en année de césure entre un licence et un master, peut-être que lui, il en a juste un peu assez des études et il veut mettre les deux pieds ou un pied et demi dans le monde du travail pour voir ce que c'est. On peut avoir quelqu'un qui a 17 ans, qui sait juste pas quoi faire de sa vie, et qui veut juste découvrir ce que c'est et puis se faire une idée de ce qu'il pourrait faire plus tard. Ou sinon, on peut avoir la personne de 22 ans, écologiste convaincue, qui s'engage associativement et puis c'est quand même quelque chose de très important pour lui. Donc, on a quand même un panel assez important de personnes, mais sur ça, j'ai pas de chiffres. Je sais pas s'il y a des statistiques qui sont faites là-dessus, mais en tout cas, c'est un panel quand même assez divers. Mais ça serait intéressant un jour d'avoir des chiffres justement sur est-ce que c'est des publics dits difficiles, etc., qui s'orientent et qui utilisent ce dispositif, ou est-ce qu'effectivement c'est presque vécu comme l'année de césure au milieu d'études, quoi. C'est un peu deux optiques différentes, même si les deux optiques sont tout à fait intéressantes, pertinentes et tout ça, quoi. Instinctivement, j'aurais quand même plus utilisé la deuxième option, c'est-à-dire effectivement de cette année de césure, ras le cul d'avoir fait 3 ans, t'as redoublé une année, après c'est ton réseau, 4 ans de licence. Oui, voilà, aussi. mais c'est encore ce que je veux dire, c'est que j'ai baigné que dans ça, que je suis sorti du bac, je suis arrivé dans le monde universitaire à la fac de droit, qui est quand même pas le domaine d'études où tu vas avoir, en tout cas avec le temps, le plus d'enfants, j'allais dire, de jeunes à problème ou en situation compliquée. Voilà, c'est quand même des gens qui veulent faire des études supérieures, qui sont ici à bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Donc voilà, ça reste un petit milieu de bobos, quoi qu'on en dise, de bourgeois, avec bien sûr des exceptions, parce que ça reste la fac, mais ça reste un milieu assez, intellectuellement, c'est triste ce que je veux dire, mais intellectuellement supérieur. Parce que j'avais fait une fois un repas avec un pote où il dit « Viens, on va manger, ma mère nous invite ». Et il y avait à ce moment-là, elle discutait avec justement un directeur d'association pour justement des jeunes de quartiers un peu plus défavorisés. La fille avait notre âge, ou à peu près notre âge, donc c'est une jeune comme nous. On a discuté et tout, et voilà, on s'est rendu compte que c'est deux univers, mais
tellement différent, parce qu'elle n'a pas fait d'études supérieures, je crois qu'elle n'a pas eu le bac, elle n'a pas fait le bac. Et en partant, le directeur nous a dit, après, les gars, vous vous rendez pas compte, mais pour elle, la fac, les études supérieures, bac plus 3, c'est un monde, en fait. C'est un fantasme, le truc, on se rend pas compte. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est plus une année chill, comme ça, voilà, tu vas à l'étranger, tu fais ton truc, mais c'est pas un projet de vie, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut, je pense, interroger l'essence même du programme, qui est de, quand on accueille un service civique ou quand on recrute un service civique, ce qu'on demande, c'est de la motivation. On n'est pas sur quelque chose avec un diplôme. Alors, on demande à ce que la personne, imaginons, je viens faire mon service civique dans une radio, on demande à ce que la personne, peut-être connaisse l'univers de la radio, aime peut-être faire un peu de la radio, aime parler devant un micro, mais on est quand même sur quelque chose où on demande de la motivation et pas forcément de diplôme. Et je pense que cet aspect-là et cette condition-là ouvre quand même la porte à un type de population, enfin des types de populations tout à fait différents. Et ce qui est important à noter, par exemple, il y a eu un gros accent qui a été mis là-dessus l'année dernière, c'est sur l'intégration des réfugiés par le biais du service civique. Dans l'association où je travaille, on a pu accueillir 2 réfugiés. Alors c'est vrai que 2 sur 300, 250 ou 300 personnes qu'on a accueillies, c'est pas beaucoup, mais ça montre des parcours qui sont super intéressants et après des tremplins vers des études supérieures. Alors, ils ont fait le service civique, ils auraient peut-être pu faire autre chose. Et aussi, pour appuyer sur cette thématique de qui fait un service civique, c'est aussi, t'en parlais avant, c'est un service civique à l'international, un service civique en France. On travaille aussi avec un programme allemand, dont je tairai le nom, parce que ça serait difficile de le dire en allemand. Mais c'est vrai que là, en fait, on a un même programme, mais qui va tellement aller vers des sphères complètement différentes, avec des langues complètement différentes, que c'est difficile de trouver une règle générale quand même là-dedans. Et du coup, là, c'est très personnel comme question, ton regard sur justement des jeunes que tu accompagnes, que tu orientes vers des structures, c'est ça ton boulot. Et à la fin, tu les vois, je sais pas, 8, 9, 10 mois plus tard. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils grandissent? Est-ce qu'ils se comprennent mieux eux? Ils comprennent mieux où ils veulent aller, tout ça? Ou est-ce que c'est juste une expérience, mais finalement, toi, tu vois pas de gros résultats à ce niveau-là? Ben, là encore, c'est difficile de faire une réponse générale et de dire, ben voilà comment ils sont à la fin, est-ce qu'ils pleurent ou est-ce qu'ils rigolent? Et là, il y a tout plein d'émotions différentes. On a beaucoup de personnes qui reviennent vers nous et qui nous disent, ben, ça m'a aidé parce que j'ai trouvé mon orientation professionnelle. Ça m'a aidé parce que, on en parlait avant, j'ai toujours été dans le même milieu et là, j'ai vraiment découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Mais moi, je dis souvent à quelqu'un que j'accueille ou que j'ai en entretien avant de faire un service civique, je lui dis, ben, si à la fin de cette année de service civique, ben, tu voulais tester quelque chose, un milieu professionnel, et finalement, tu te rends compte que c'était pas forcément ce que tu veux faire par la suite, ben, c'est pas forcément négatif, parce qu'on aura peut-être évité à quelqu'un de s'engager dans des études supérieures, et on sait comment ça peut être long, fastidieux, se tromper, etc. Donc cette personne ne s'engagera pas, et au final, cette année de service civique, où elle aura découvert tout plein d'autres choses, ben, lui aura permis de mieux se comprendre. Et c'est vrai, effectivement, qu'il y en a qui vont dans des objectifs très personnels, mais c'est très louable, de dire, moi, je ne peux pas m'exprimer en public, j'ai du mal à juste exister en société, ben, je vais me mouiller un peu. Et ils ressortent de cette année, même s'il y a eu des moments difficiles aussi, il ne faut pas le nier, mais ils ressortent de cette année un peu plus confiants et un peu plus sûrs d'eux pour attaquer la vie professionnelle et la vie en général. Et alors c'est peut-être un cliché, mais une info qui a quand même beaucoup tourné là-dessus, c'est ça va devenir obligatoire pour tout le monde, en mode c'est mix entre l'armée et le JAPD, on va mixer tout ça et ça sera une sorte de service civique obligatoire. On a entendu un petit peu des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des infos à nous donner? Victor, tu voulais réagir par rapport à ça? Je voulais juste dire que je trouve que ce côté obligatoire, c'est un côté très anglo-saxon en fait, parce que dans les pays anglo-saxons, justement, les étudiants ont souvent tendance à, au milieu de leurs études ou après justement le bac avant les études supérieures, de prendre un an. C'est ce qu'on appelle l'année sabbatique, qui en France n'est pas forcément très bien vu, mais qui en Angleterre est souvent accepté. Et du coup, généralement, ils allaient travailler, faire des petits boulots, ou alors voyager un peu dans le monde, mais il y avait aussi beaucoup de missions humanitaires, notamment en Angleterre à l'époque, même d'université au 19e siècle, où là, c'était plus côté colonial, voilà, etc. Ils se retrouvaient en Inde ou dans des pays colonisés, justement, et allaient faire ce qui
du coup, ça s'appelait pas un service civique à l'époque, mais ce genre de petites missions, justement, des missions d'études. Ouais, mais culturellement, en Allemagne aussi, je crois que c'est beaucoup plus en accepté, fait, cette notion de... oui, ça... Pierre qui essaie de torpiller. Il y a des missions voyager dans le monde, le Royaume-Uni, au 18e, ils ont voyagé dans le monde, le Royaume-Uni. C'est sûr, Va dire ça à Gandhi, tu vas voir. Va dire à Gandhi que c'était du service civique. Voilà. L'Algérie, c'était service civique, en fait, on peut le dire. On parlait à l'époque des choses, tout à l'heure dans l'émission, des choses qui peuvent être polémiques, n'est-ce pas? Bref, allez. On respecte rien. C'est Pierre qui respecte rien, encore une fois. Bref, on ferme cette parenthèse. Donc revenons-en à nos moutons. Donc, est-ce que ça arrive, ça, ou est-ce qu'on ne sait pas? Ce fameux service civique universel, tout le monde doit le faire, c'est obligatoire pour telle tranche d'âge, à mode service militaire, mais version JAPD. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé il y a 1 an et demi. Donc on l'a entendu sous SNU, donc Service National Universel. C'était Gabriel Attal qui était secrétaire d'État en charge de la jeunesse qui a mis ça en place. Et c'est vrai que, de mon point de vue et en service civique, avec le programme du service national universel, il y a cette volonté, pas de s'accaparer le programme du service civique, mais de prendre le programme du service civique pour agrémenter ce programme du SNU. Le SNU n'est pas le service civique et le service civique n'est pas le SNU. À travers le SNU, il y a eu cette volonté, alors on peut être d'accord ou pas, mais de remettre les valeurs citoyennes, les valeurs de la République, etc., pour une tranche d'âge. Je crois que c'est à partir de 16 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, a été abordé dans ce sujet-là le service civique pour la phase, on va dire, pratique du programme. Donc, il y aurait une phase où ils sont, je crois, pendant 2-3 semaines autour des valeurs de citoyenneté. Et après, aller mettre et prouver ces valeurs-là que vous avez pu acquérir pendant cette période via un service civique. Donc, je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. Et vu qu'on est encore pour le SNU sur un programme qui est en train de se mettre en place, je pense que c'est en tout cas assez touchy pour moi de parler de ce Ça n'existe pas aujourd'hui, le SNU, du coup. C'est en phase d'élaboration au mieux. Il y a eu une phase d'élaboration. Après, je ne sais pas, là, avec le Covid, etc. Mais c'est vrai que dans sa première année, son premier anniversaire du SNU, c'était une phase volontaire. Après, il faudrait interroger des gens de 15-16 ans qui peut-être reçoivent une convocation pour ce SNU-là. Ouais, même si ça a l'air louable comme ça, mais ça ressemble un petit peu à une JAPD un peu allongée. Un peu améliorée. J'ai rarement eu des retours positifs sur la fameuse journée JAPD. J'ai une question, tu pourras peut-être me répondre, parce que je viens de penser à un truc où je me suis dit, tiens, mais je vais résoudre le problème en 2 secondes. Tu vas me dire pourquoi c'est pas le cas. C'est complexe que ça. Universel. Non, mais voilà. Est-ce que, pour les étudiants qui ont fait qui vont en études générales, moi j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'une bonne majorité va quand même en bac, passe le bac. Et après, une fois tous ceux qui ont passé le bac, quand même une grosse majorité qui va aller en études supérieures. Est-ce qu'il faudrait pas, à ce moment-là, justement, obliger cette année entre le bac et les études supérieures, obliger là un break, en fait. Ce break, on l'utiliserait, comme tu dis, voilà, je sais pas, 6 mois à apprendre à se comporter, tout ça. Et ensuite, après cette année, proposer, donc ceux qui veulent s'inscrire de façon générale au cycle en fac le peuvent. Et, je sais pas, une idée, par exemple, ceux qui ont, je sais pas, fait un service civique dans l'enseignement ou dans je sais pas quel truc, et qui se disent, tiens, ça me fait vraiment kiffer, j'ai bien envie de continuer, mais d'un autre côté, les études quand même un peu, les aider par, je sais pas, soit des moyens financiers ou par des programmes avec des professionnels, les laisser dans cette voie de service civique, mais en même temps, leur commencer une formation universitaire et théorique pour se dire, voilà, t'as pas perdu une année, mais en même temps, t'as continué ton truc, faire des passages comme ça. Est-ce que ce serait pas, je pense, le meilleur moment, après le bac, quand t'as vraiment fini un gros cycle de ta vie, t'as 18 ans d'études qui sont derrière toi, là, on t'oblige à prendre ce break. Et ça désengorgerait peut-être aussi un petit peu les facs, parce que les gens se rendraient compte qu'en fait, les études supérieures, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de faire encore 5 ans d'études, et ça éviterait qu'on se retrouve à 1600 en amphi. Alors, ce que tu dis, ça m'évoque... Mais les problèmes, voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes concrets auxquels je pense pas? Ce que tu dis, ça m'évoque 2 choses. C'est le côté, quand on parle de service civique, on parle de volontariat. Quand on parle de volontariat, on parle de volontaire, c'est-à-dire que je veux le faire, on ne m'oblige pas. Donc là, pour moi, il y a une question de qu'est-ce qu'on fait entre l'obligation et
le volontariat ou le volontarisme, je ne sais pas comment on dit, obligation volontariat, on va s'arrêter là, on a compris l'idée. Et du coup, moi, ça me pose quand même un petit souci parce que quand on parle d'engagement pour les autres, pour la société, etc., moi, je trouve ça très beau, des gens qui, de leur propre chef, alors oui, il y a d'autres motivations derrière, il y a une indemnité avec le service civique, il y a des ambitions professionnelles, etc., etc. Mais moi, ça me pose quand même une question, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc du volontariat? Et c'est vrai, quand on parlait du SNU, il y a beaucoup de gens qui se sont opposés très clairement à ça, parce qu'ils se sont dit, mais là, c'est obligatoire. Et sur ce que tu disais avant, effectivement, on n'a même pas besoin d'aller en Angleterre, on va en Allemagne. Et pour moi, pour ces gens qui, après le bac, font une année de césure, une année de volontariat, et font les études supérieures après. Pour moi, ça, c'est une question... enfin, en tout cas, c'est plus qu'une question. C'est plus profond parce que là, on parle d'une question de culture, de politique jeunesse vraiment globale. Et par exemple, si on va en Allemagne, à côté de chez nous, c'est vraiment... Alors, je ne sais pas comment c'est en Angleterre, en tout cas au XXIe siècle, peut-être au XVIIIe siècle. Mais en tout cas, en Allemagne, c'est culturel. Qu'après le bac, effectivement, tu vas t'engager pour une association ou tu vas dans un autre pays. Et effectivement, alors moi, ça fait quelques années, mais quand j'ai passé mon bac, alors déjà, on ne parlait même pas du service civique, mais c'était en mode, dans le lycée, il faut avoir les quotas pour aller à la fac. Donc toi, tu as plus de 13 de moyenne, ben, tu vas à la fac, tu vas à l'université. On nous en parlait même pas. Donc pour moi, c'est une question de culture aussi. Oui, oui. C'est très intéressant puisque ça fait partie chez les Allemands effectivement presque du cycle de formation. Peut-être une dernière question pour conclure justement avec notre invité, il est de passage, Thierry Weber, qui est, on rappelle, un coordinateur en mission de service civique chez Visa Année Diaconale, donc un organisme qui met en relation justement des jeunes qui veulent faire un service civique et des établissements qui les accueillent pour faire cette fameuse mission engagée. Justement, est-ce qu'on peut avoir 2-3 infos sur Visa Année Diaconale, donc situé à Strasbourg? Ouais. Effectivement, comme tu l'as dit, on est une association qui mettons en lien donc des structures et des candidats ou candidates au service civique pour inclure tout le monde. Donc, comment nous retrouver? Peut-être très simplement, c'est via notre site internet www.visa-ad.org. Et comme on l'a dit un peu sans trop le nommer, donc on fait du service civique en France. Donc des gens qui s'engagent en France. On travaille aussi avec un programme allemand. On travaille aussi avec le Corps européen de solidarité, qui est le versant volontariat de ce qu'on peut appeler Erasmus chez les étudiants. Et donc un Français qui part à l'étranger ou des étrangers qui viennent en France. Mais si vous voulez faire un volontariat, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook, notre page Instagram, parce qu'on s'adresse aux jeunes. Donc il faut développer... tous les réseaux sociaux dont on parlait avant aussi. Il y a des selfies de toi, c'est ça? Il n'y a pas forcément des selfies de moi, non, c'est bon. Prochainement sur TikTok. On compte sur toi pour nous lancer la chaîne, parce que moi, je ne saurais pas faire. Je ne suis pas... Je peux vous ouvrir un OnlyFans si vous voulez. Un quoi? Un OnlyFans. On hésitera peut-être pour le service civique. Non. Après, moi, j'ai pas trop envie d'en parler, je crois. Antenne, s'il vous plaît. D'accord, ok. Ça c'est du service public. Hein. Ah, c'est du service public. Ah oui, c'est du service public, c'est sûr. Voilà, c'est pour la grandeur de la nation. J'ai compris que la parenthèse doit être fermée avant qu'elle soit ouverte. Merci beaucoup Thierry. On se connaît bien par ailleurs, donc c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission pour parler un petit peu de ce que tu fais au quotidien justement avec ces jeunes engagés en mission de service civique et ce dialogue justement avec ces structures, ces établissements, associations et autres qui accueillent effectivement ces jeunes pour permettre le déploiement, la création de cette mission, de cet engagement chez eux. Du coup, on va retrouver Victor dans quelques instants avec une thématique de l'année qui est actualité politique. Donc ça, c'est ce qui va nous être servi pendant toute une année via tes chroniques. Bon courage. Attachez les ceintures, c'est parti, juste après ça. Rien. À voir. Rien. À voir. Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Voilà, ça c'était pour toi Corentin, t'avais qu'à ouvrir une chronique à l'heure. Maintenant, on va quand même commencer. Moi, je vais quand même vous dire que je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Moi, ça me fait plaisir de me retrouver dans un endroit familier pendant une période aussi sombre que celle que nous vivons. Eh oui, voilà bientôt 6 mois que nous sommes enfermés dans cette boucle infernale du Covid, de la maladie, avec des conseils de médecins et puis des lanceurs d'alerte anti-max.
Et l'actualité ne semble jamais avoir été aussi confuse. Car oui, c'est de ça dont je vais vous parler tout au long de cette nouvelle saison. D'actualité, certes, mais surtout d'actualité politique. Étant un jeune homme ayant lu quelques livres, avec une culture générale présentable et pas vraiment spécialiste de rien, je suis évidemment le mieux placé pour vous parler cette année de nos adorables petits boxeurs d'assemblée, de nos petits trublions de salle de classe qui ne sont, ma foi, pas vraiment mieux lotis que moi. Pour parler d'actualité d'abord, il faut se mettre dans la tête de nos amis politiciens. Et voyez-vous, le commentaire d'actualité, c'est comme une mayonnaise. Faut que ça prenne. Alors, commençons donc avec la recette parfaite pour faire le buzz sur le tribunal de Twitter. Alors d'abord, très simplement, commencez par trouver un sujet pour parler de tout, mais surtout de rien. Trouvez un fait d'actualité bien gras, bien franchouillard, du genre qui ferait bien au repas de chez mamie à Noël. Et ensuite, vous préchauffez tout ça en ne vérifiant absolument jamais les faits que vous avancez. Prenez garde à ne pas faire cuire ça trop longtemps, vous perdrez tout le jus. Mais attention cependant à ne pas publier votre déclaration trop vite ou celle-ci ne prendra pas. Voilà, là, quand elle est juste à point, quand l'actu est récente sans pour autant être urgente, quand les paniqués ont déjà dit l'intégralité de leurs bêtises et que les prudents sont encore endormis, là, vous la sortez du four, encore fumante, encore fondante, avec son arôme de polémique là qui envahit la pièce, vous voyez ? Il faut que ça sente le 7-9 de France Inter un mercredi matin, voilà. Et bon... Après tout ça, il ne vous reste plus qu'à assaisonner à votre bon plaisir de commentaires et autres retweets, et vous voilà avec un buzz qui va durer au moins 24 heures. Et ça, en politique, c'est inestimable. C'est ça, l'actualité. C'est pas juste une info. C'est pas un truc comme ça qu'on vous balance à 20h tous les soirs, histoire de vous faire dire quelque chose. Non, une actu, c'est un objet. C'est une chose que vous pouvez manipuler à votre guise afin de convaincre les gens qui vous écoutent. Et à partir du moment où les faits deviennent des opinions, c'est là que la merde commence. Et quand les gens vous écoutent, c'est quand même un but de politicien. Qu'on vous dise que vous avez raison, qu'on vous dise que tout ce que vous dites, ça résonne à nos oreilles comme du petit lait. Et bien c'est là le fond de mon propos, et ce qu'on va étudier ensemble cette année. On va se demander pourquoi. Pourquoi on nous parle de ci plutôt que ça, pourquoi on nous dit ça plutôt que ci, etc., etc., etc. Quand on vous dit quelque chose, essayez au moins de prendre du recul. Ne croyez pas toujours ce qu'on vous dit tout de suite. Essayez de chercher une info contradictoire ou au moins la voix d'une autre personne qui n'a pas les mêmes intérêts que la première. C'est dans ce genre de moment qu'on se perd. Quand on croit plutôt qu'être convaincu, on ne se laisse pas vraiment le temps à notre esprit critique de faire son travail. Et ça, vous en avez des milliers d'exemples, rien qu'en France. Et enfin, pour conclure, je reprendrai les mots d'un de nos plus grands artistes de variété française. Oui, ceci est une blague. L'important, ce ne sont pas les faits, c'est ce que vous en faites. Rien. À voir. Rien. À voir. Avec un petit clic à côté du bouton pour lancer le jingle. Merci l'animateur vedette. Merci Victor pour ce propos des réactions. C'est un thème que vous aimez bien, hein, ces thèmes-là, et on vous connaît là-dessus. Alexis ? C'est marrant, ça me fait penser à toutes ces idées selon lesquelles ce serait bien de ralentir le mouvement de la bourse pour éviter la spéculation. J'ai l'impression que sur l'actualité, on pourrait avoir la même tentation d'éviter de spéculer en faisant monter la mayonnaise sur des petites choses. Il faut bien que l'audience soit attirée. J'ai l'impression que c'est la même chose finalement. Est-ce qu'il ne faudrait pas ralentir le temps pour éviter qu'il y ait trop de conneries ? Ouais. Je pense qu'il faudrait interdire à Léa Salamé de sa carte de journaliste. Voilà. Ça, c'est cette note de France Inter qui passe pas. C'est exactement ça. Et ce que je viens de faire, c'est exactement ce que je lui reproche en fait. En faisant ça, j'ai juste fait une accroche, une amorce, voilà, bien comme on aime. On a fait l'effet. On va mettre juste ça sur Twitter. Pierre Fritsch a dit un truc sur Léa Salamé, et l'affaire. C'est qui ? On peut tester, on va le faire. Franchement, vas-y, aucun problème. Hein. Avec un peu de chance, j'aurai 4 tweets. Enfin, le max de ce que j'ai déjà fait. Non, ce que tu disais en fait, avec c'est très vrai, il faut ralentir, il faut prendre le temps. Un truc que je dis, c'est Léa Salamé parce que je l'ai en tête, mais je reproche la même chose à Jean-Jacques Bourdin et je reproche la même chose à plein d'autres journalistes dont je connais la tête et pas le nom. C'est qu'on n'a plus le temps de faire un exposé en fait. Une bonne histoire, c'est quoi ? Le schéma narratif, vous le connaissez tous. D'abord, une situation initiale. Et une bonne dissertation, ça commence par quoi ? Une amorce, une introduction. On introduit son propos, on prend le temps, on fait monter la mayonnaise, comme disait Victor. Si je veux raconter, si je veux parler de mon opinion sur un sujet d'actualité qui prend en ce moment, le Covid par exemple, je vais pas commencer par exemple à dire alors le Covid c'est quoi ? Eh ben c'est de la famille des coronavirus. Les coronavirus, comme disait le professeur Raoult, non, c'est pas ça. Une bonne histoire, un bon orateur va commencer avec un chemin détourné. Pour capter l'attention et dire attends, pourquoi il commence par il est censé nous parler du Covid ? Pourquoi est-ce qu'il est en train de nous parler d'Emma Watson ? Ok, bon, ok, d'accord. 4 jours plus tard, mais si le mec il avait parlé du Covid, comment tu le sais ? Il avait commencé avec Emma Watson.
Et là, tu retiens. En même temps, c'est normal, Emma Watson. Là, par contre, tu peux la tweeter. Là, il n'y a pas de souci. C'est Emma Watson. Tu lis les tweets, là, il n'y a pas de souci. Et c'est en fait ce que je reproche, si j'ai quelque chose à reprocher, c'est ça, c'est qu'on laisse plus le temps. Et Léa Salamé, en fait, quand tu l'écoutes, elle fait ça. Elle pose une question. Voilà, c'est ça. Elle pose une question. Le mec dit, OK, elle m'a posé cette question. Comment je peux parler de ça pour que mon propos soit bien compris par des gens qui ne sont pas spécialistes? Tiens, je vais commencer par parler de ça pour ramener le truc. Alors, il va te dire, moi, je pense que... Ah, voilà, vous avez dit ça. Est-ce que vous pensez... Ta gueule, en fait. mais c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que je pense que les chroniqueurs, les invités doivent dire ça, en fait. Tout simplement, ta gueule, laisse-moi parler. Tu m'as posé une question, j'ai écouté ta question, elle a duré 2 minutes 30, pour pas dire grand-chose. Laisse-moi faire ma réponse. Et aujourd'hui, comme tu le disais, Alexis, ça va trop vite, on n'a plus le temps. Et on n'a plus le temps de faire des exposés, de dire tout ce qu'on veut, comme on le veut. Du coup, c'est mal compris. On retient, comme tu l'as dit, le seul truc qu'on va retenir ce soir, c'est que j'ai traité Léa Salamé de baltringue. Ouais, donc le clash. Voilà. Ouais. Et c'est ça. Alors que je lui reproche juste un truc. Et que je suis clairement pas un spécialiste de sa vie pour savoir. Mais on t'a laissé parler sans te couper. Voilà. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est un plaidoyer en faveur de chroniques plus longues. Oui. Tiens, non, moi, je suis d'accord. Bah ouais, parce que le propos qu'a fait Alexis, OK, il a duré 12 minutes, mais n'empêche qu'on a vu, il a commencé avec son histoire, il a cité ses trucs, on voyait où il voulait aller, il a ses propos, c'était clair, c'était argumenté, et là, on voit son idée. Alors que moi, depuis avant, je fais que parler pour rien dire. On voit bien qu'il y a un problème. On en parle après, ça marche. Notre invité du jour, Thierry, une remarque. Ouais, sur ce que tu disais. Après, ce qui est intéressant, c'est que, bon, si on reprend Léa Salamé, ça serait intéressant de voir mais comment les gens réagissent à ça. Peut-être que toi, tu n'aimes pas sa façon d'interviewer, etc., mais ce serait intéressant de voir des personnes qui n'étaient pas au courant du sujet dont elle allait parler avant, et qui, de 7h50 à 8h, et qui, à 8h, sont au courant de ce que c'est le sujet, etc., et de peut-être des personnes qui ont besoin, le matin, en écoutant à 7h50, d'avoir ces relances et d'avoir une énergie quand même importante. Moi, quand j'écoute, alors, un peu fan, mais moi, quand j'écoute... voilà, non, mais quand j'écoute cette bonne matinale, voilà, à 7h50, j'ai besoin d'avoir du rythme. Après, je sais pas que j'aime ou j'aime pas Léa Salamé, mais je pense que c'est intéressant de se dire, mais comment interviennent et comment construisent les journalistes en fonction de l'heure à laquelle ils passent. Ouais, et aussi dans une époque où moi, j'écoute pas tous les matins à 7h50. Parfois, je vais l'écouter à 14h en podcast. Pourquoi est-ce qu'à 7h50, ça va pas être pertinent? C'est peut-être ton avis. Est-ce qu'à 14h ou à 15h ou à 18h quand on rentre du travail, est-ce que là, le propos et la manière d'interviewer sera pertinente ou pas? C'est très intéressant ce que tu dis. Je suis totalement d'accord, effectivement. Et c'est ce que je disais. Je vais pas m'adresser de la même façon si je vais parler à des collégiens ou à des primaires ou à un collège de doctorants. Je ne vais pas m'adresser de la même façon. Et tu as tout à fait raison. En fonction de la journée, de l'audience, le message, il doit avoir une forme précise. Néanmoins, Victor disait avant, lorsque les faits deviennent des opinions, ça pue la merde. Et c'est exactement ça. Parce que, quoi qu'on en dise sur la façon de donner du rythme, de faire ce qu'on veut, voilà, de créer une interview, parce qu'à 7h50, on n'a pas la même réception, on n'a pas la même capacité d'attention forcément qu'à 14h, ou si on est en voiture que si on est devant son ordi, dans son canapé. Il y a quand même un truc qu'il faut bien dire. Quand tu poses une question à quelqu'un, tu le laisses parler, tu le laisses faire son raisonnement. Ça, c'est pas une opinion de « ouais, ce style de journalisme ». Non, ça, c'est un fait. C'est un fait. Si tu veux que quelqu'un, si tu invites un spécialiste et si tu veux que ce spécialiste donne son avis, tu dois le laisser parler et tu dois lui laisser faire comme il l'entend. Alors on va quand même nuancer, il y a une différence entre laisser une personne avoir un raisonnement et laisser un politicien très habile faire un discours de 25 minutes voilà. Et si Léa Salamé est connue quand même, mine de rien, moi j'aimais beaucoup son boulot avant qu'elle finisse à France Inter, et sur les premières années ça allait encore, c'est qu'aujourd'hui justement, étant donné qu'on est dans une situation d'immédiateté permanente, et là je rejoins Alexis effectivement qui disait qu'il faut ralentir, c'est qu'il faut qu'on ralentisse dans les débats de ce genre d'émission, mais il faut aussi qu'on ralentisse sur la rapidité de l'info en elle-même. C'est le cas qu'on a classique du cliché de BFM TV qui, à fond sur l'info, va même pas chercher à vérifier ses sources et qui va balancer le truc tout de suite pour avoir le buzz, etc., etc. Et on en revient encore au débat sur l'argent, c'est-à-dire la rentabilité et la vente de produits d'information que sont ces chaînes et ces journaux. Mais Léa Salamé, mine de rien, oui, elle a quand même un style de journaliste qui est celui coupe la merde, quoi, arrête avec tes conneries, arrête de nous faire un raisonnement, de tourner, d'être alambiqué, etc. Mais le problème, c'est qu'elle est tombée dans ce travers-là où maintenant, effectivement, elle laisse plus finir les phrases des gens. Ouais.
Moi, je partage complètement en fait vos deux opinions. De un, c'est insupportable le politique que tu n'arrives pas à couper, qui te balance sa tartine à gauche, à droite, et qui t'emmène, et qui répond pas à la question aussi des fois. Et ça, je vous le dis parce que j'ai vécu des fois, et c'est très difficile, et beaucoup de journalistes le diront, d'interviewer un politique. Voilà, parce qu'ils savent faire aussi. Donc voilà. Par contre, je suis totalement aussi d'accord que insupportable le journaliste qui laisse pas la personne répondre à la question alors qu'on était quand même dans le développement et qui va s'arrêter sur la virgule justement du mot pseudo-polémique qui a été sorti du sens en plus, sorti du contexte et la phrase qui était même pas terminée quoi. Donc ouais, je partage assez vos deux opinions. C'est surtout en fait on cherche c'est ce que je disais quand je disais que quand les faits deviennent des opinions ça pue la merde, c'est qu'on justement on ne cherche plus des faits pragmatique, on cherche surtout justement une opinion et comment on va élaborer les faits. Vous voyez, c'est un exemple très simple. Imaginons qu'il y a un attentat commis par une personne qui a une couleur de peau, je sais pas comme elle est. Les deux pieds dans le plat, quoi. Mais non, commis par une personne, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son genre, quel que soit tout ce que tu veux. Si tu veux, on peut continuer là-dedans, mon vieux. Ouais. Mais voilà, et il y a un journal qui va dire un forcené commet un acte terrible en tirant sur des gens, et un autre journal va publier un terroriste attaque des gens en leur tirant dessus, tu vois. Et rien que cette expression d'opinion va permettre, elle, de catalyser un débat dans la société, et donc de créer encore et toujours du buzz, de l'info et de la vente, tu vois. Oui, et puis après, sans citer, c'est un autre problème qu'on n'a pas nommé, c'est justement les chaînes d'infos, pseudo-infos, où l'info tourne en boucle. L'info tourne en boucle, alors qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a des infos du moment, certes, mais tu as l'impression que quand il y a une info du moment, plus aucune info existe à côté. Surtout, il tourne en boucle sur rien, quoi. Parce qu'il filtre énormément les infos qu'il distribue. Tu vois, une chaîne d'infos en continu pourrait parler tous les jours de sujets différents, au moins toutes les heures. Le seul problème, c'est qu'ils choisissent aussi les infos. Et les faits qu'on les voit, qui sont censés être en continu en permanence, vu qu'on prend le réflexe de regarder elle, tu vois. Quand j'entends des événements, des trucs comme ça, l'attentat qu'il y a eu à Strasbourg par exemple, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai des potes qui m'ont dit ouais, il y a un attentat machin, c'est pour être sûr, voilà, j'ai allumé BFM histoire de. Puisque je sais que c'est eux qui vont être le premier sur l'info, ils m'ont lancé toutes les conneries, mais au moins j'aurai les infos comme ça. Le seul problème, c'est qu'on se retrouve avec des infos qui sont non filtrées, mais qui sont non filtrées pour les infos qu'ils ont choisies. Et à côté de ça, tu as d'autres infos plus importantes dont on ne parle pas, et les gens, vu qu'ils voient ça comme de l'info en continu, ne cherchent même pas à se dire ça existe peut-être. Ils cherchent pas d'autres sources, tu vois. Et ça aussi, c'est un problème. C'est qu'on source très très peu, en réalité, les informations qu'on a. Ouais. Vous avez peu réagi. Alexis, tu consommes du média ou pas ? Ou pas trop. Richard Swinburne uniquement. Non, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que je pense qu'on se focalise énormément sur le fait, mais il y a aussi l'analyse. Et finalement, peut-être que l'analyse, c'est peut-être plus intéressant que le fait, parce que le fait, il va, il vient, il est contingent. Mais souvent, les mêmes faits se rapportent à des analyses qui sont similaires, et finalement peut-être que l'analyse est plus importante. Je donne juste un exemple, mais une entreprise qui ferme ou une fermeture d'entreprise avec des licenciements, bon, il y a le fait. Alors, bien sûr, c'est désolant pour les familles qui perdent un emploi, mais derrière ça, ce qui est plus intéressant, c'est l'analyse qui reste à peu près sur 1 année, 2 années, 3 années, 5 ans, à peu près la même. S'il y a des pertes d'emploi, c'est parce qu'il y a tel contexte macroéconomique, et ce qui est intéressant, c'est de réfléchir pourquoi est-ce que le contexte macroéconomique est tel qu'il est, etc. L'analyse, en fait, on est hyper focalisé sur les faits, mais finalement, les faits sont juste la partie visible de l'iceberg. C'est juste un épiphénomène, et c'est finalement ce qui est de moins intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est le long terme, et donc on devrait peut-être favoriser, en s'abonnant à des médias, non pas réfléchir à quel média va m'apporter le plus de connaissances sur les faits, mais peut-être celui qui va m'apporter le plus d'analyse et si possible contradictoire. Ouais, long terme, c'est presque un gros mot pour y revenir. Thierry. Mais je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'en vous écoutant, en fait, j'ai pensé à quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Alors on en parle avec les gestes barrières, etc. Et en fait, quand on parle d'information, je trouve que c'est aussi quelque chose à mettre. Alors on peut blâmer BFM, etc., etc. Moi, personnellement, alors comment on consomme les médias, c'est la question que tu as posée avant. Moi, j'ai pas de télé, je regarde pas BFM. Moi, ça me pose vraiment une question de qu'est-ce que je choisis de regarder, d'écouter, de lire. Et effectivement, est-ce qu'en m'abonnant à des mensuels peut-être, ou à des trucs qui paraissent 1 ou 2 fois par an, comment est-ce que moi-même, je peux réguler tout ce qui est en train de se passer, ou est-ce qu'on est totalement dépassé et totalement prisonnier de toutes les chaînes d'infos. Moi, je pense quand même qu'on peut avoir, qu'on a notre responsabilité là-dedans. C'est pas qu'on est fautif, on a notre responsabilité là-dedans.
Et je pense qu'il ne faut pas, en tout cas j'essaye, je ne dis pas que vous le faites, mais de voir tout en noir. Mais voilà, si on parlait de France Inter avant, moi j'écoute France Inter, j'ai décidé d'écouter France Inter, c'est un média qui me convient, en tout cas dans un 7-9. Et on les salue. Et tu aimes Léa Salamé. Voilà, non, j'aime pas spécialement Léa Salamé. Mais pour moi, enfin, ça me passionne, je trouve ça super intéressant de voir, mais qu'est-ce qui nous est donné et qu'est-ce que nous on veut, c'est ce qu'on parlait un peu en début d'émission. Est-ce que les gens ils viennent pour donner quelque chose dont nous on a envie ou c'est parce qu'on est là et voilà. Mais moi je pense qu'on a quand même une grande responsabilité là-dedans et dans l'analyse qu'on a. Le consommateur, voilà, toujours le même débat quoi. Le consommateur qui pousse aussi le producteur à produire telle et telle chose, bio et compagnie. Ça c'est un débat un peu plus global aussi. Alors ça réagit de tous les côtés. Victor. Très rapidement, il faut juste pas oublier toujours encore que un média s'adresse toujours à un public spécifique et que justement en fonction des publics visés, ça va pas être la même radio, ça va pas être le même média. T'as un peu compris. Non, mais en fait, il a très bien dit. Ce que tu disais avant, ça rejoint ce que je disais sur Léa Salamé avant, en disant que vous dites c'est bien parce qu'elle va empêcher les politiciens de faire leur tour de passe-passe de rhétorique et de noyer le poisson. J'avais envie de dire un truc, mais je me suis retenu parce que je disais ouais, mais ça se voit. Ce que je disais, toi, tu dis que tu prends le recul justement pour pas consommer BFM TV, pour t'informer autrement. Moi, je veux dire, peut-être de la prétention, mais quand je vois un discours de politique ou des interviews machin, peut-être parce que je m'intéresse à ça aussi, mais j'arrive quand même à voir quand le mec essaie de nous la mettre. Tu as dit, non, mais gros, la question, c'était pas ça, c'est bien tenté. Bon, des fois, je pense que je me fais avoir totalement, je vais pas dire. Mais voilà, un peu plus peut-être que d'autres. Et là, du coup, on en revient à l'arbitraire que je disais avant. À quel moment on trace la ligne de l'arbitraire dans la responsabilité de chacun ? Est-ce que la responsabilité de chacun, c'est d'apprendre la rhétorique, d'apprendre les systèmes et de lire Schopenhauer, l'air d'avoir toujours raison ? Est-ce que ça, c'est la responsabilité de chacun pour que derrière, on n'ait plus besoin d'avoir Léa Salamé qui interrompent le politique pour lui dire de recentrer ? Là, c'est ce que disait Victor avec le média qui s'adresse à un public. Le public de BFM TV, ça va pas être... Désolé, mais ça va pas être notre génération de personnes qui ont grandi avec Internet et qui ont grandi avec l'accès au savoir et qui ont grandi avec tellement d'informations que naturellement, on a appris à faire le tri. Et faites cette expérience, quand je m'occupais encore des ados, il y a un truc qui m'a marqué. Les gars, ils ont peut-être 14, 15, 16 ans et ils sont cons comme des manches à balai. Mais mine de rien, ils sont quand même très, très forts naturellement pour déjouer Internet. Ils sont peut-être très faibles aussi, mais ils sont quand même vachement plus forts que je pouvais l'être à leur âge. Alors imaginez la génération de nos parents qui est encore après nous. Déjouer eux-mêmes les pièges, ils n'y arriveront jamais. Du coup, ils se disent BFM TV, c'est la télé, c'est bien, on va les écouter. Alexis ? Il y a juste aussi, j'ai l'impression qu'on traite l'information comme si on avait le choix, la capacité de choisir nos sources. Or, il me semble que justement, l'information factuelle, immédiate et virale, si je puis dire, justement, on ne la choisit pas. En tout cas, il suffit d'être sur les réseaux sociaux, il y a forcément quelqu'un sur votre timeline qui va dire qu'un tel a dit ceci, etc. Moi, j'entends souvent, Trump a dit ceci, Macron classique, a dit ceci. Et moi, dans ma tête... Alors, il y a les informations que je choisis, et puis celles que je ne choisis pas, j'ai tendance à nourrir une forme de scepticisme. C'est-à-dire que je sais que l'information a été donnée par un tel est plutôt classé idéologiquement dans tel ou tel sens, donc il y a probablement un noyau de vérité, et après le reste, c'est probablement faux ou biaisé. Mais ça, cette information, je n'ai pas accès, et puis en fait, ça ne m'intéresse pas. Savoir est-ce que Trump a dit ceci ou cela, en fait, ça m'intéresse pas. C'est pas ce qui m'intéresse à la limite, c'est sa stratégie à long terme sur le commerce extérieur des États-Unis vis-à-vis de l'Asie, par exemple. Ça, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que Trump a dit ceci ou cela ? En fait, on s'en moque complètement. Mais l'information est là, on la choisit pas. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, j'ai décidé de ne rien en faire. Les faits immédiats, j'ai décidé de ne rien en faire. Tant pis. Je trouve quand même que les faits immédiats restent quand même assez intéressants parce qu'ils permettent d'exprimer aussi, justement, dans leur immédiateté, comment on les perçoit. Tu vois, tu parlais justement avant de l'analyse. C'est la phrase à la con que je dis à la fin. L'important, c'est pas les faits, c'est ce que vous en faites. Je pense que c'est aussi ça le cœur du sujet de l'actualité politique. C'est qu'on va toujours partir d'un fait simple et efficace, parce que de toute façon, c'est de la politique, donc il faut parler aux cons. Parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité de la population, phrase de Churchill, 5 minutes de conversation avec l'électeur moyen vous dégoûtera de la démocratie, c'est exactement la même chose. Et
ces politiques-là, eux, ils savent très bien utiliser un fait très simple et en faire quelque chose d'énorme, en fait. Et ça, je me souviens, à l'époque où Trump était candidat à la présidentielle des États-Unis, avant même qu'il soit élu, etc., où on se disait encore que c'était complètement débile, qu'il n'y arriverait jamais, etc., il y avait un Martin Veil à Quotidien qui avait analysé, enfin, qui avait invité un mec qui était expert en analyse de discours, hein, justement, et qui disait que Trump était très, très efficace dans sa démarche parce qu'il parlait très simplement. Il disait pas les mots compliqués, il faisait des phrases courtes et surtout il prenait des faits très simples et très compréhensibles pour la majorité des gens. Et après, par accumulation de phrases simples et de raccourcis certes, mais n'empêche, il arrivait à convaincre en fait comme ça. Oui, ambiance homme de terrain aussi d'une certaine manière. Oui, un petit peu, tu vois. Et c'est pour ça en fait que le fait fondamental pour moi, même le fait immédiat, c'est parce que du fait immédiat peut découler énormément de conséquences. C'est un effet domino qui est permanent en fait. Et surtout, c'est un effet où chacun tape sur tout le monde, tu vois. Ouais. Bon, on pourrait le mot de la fin. C'est pareil pour rejoindre ce que disait Victor. Récemment, j'ai vu un truc où Trump parle du coronavirus. Et en fait, c'est ce que tu as raison. Trump, il dit jamais, j'ai envie de dire, il dit pas de mensonge. Il ment pas. Et du coup, ça veut dire qu'il a la capacité et il a l'honnêteté de dire je mens pas, c'est la vérité. Il dit il y a un journaliste qui a dit arrêtez d'appeler ça le virus chinois. Et il a dit pourquoi pas, il vient de Chine, c'est le virus chinois. Et Tom Brooks, il vient de Chine, c'est le virus chinois, je l'appelle le virus chinois. Où est-ce que j'ai tort? Où est-ce que je dis pas la vérité? Le problème, c'est que forcément, il y a tout ce qui en découle derrière. Tu vois. Trump, il le sait très bien. Trump, c'est un mec hyper brillant, quoi qu'on en dise. Pour en arriver là, le mec, il est balèze. Mais il s'adresse à des cons. Et les cons, ils vont juste entendre virus chinois, c'est la faute des Chinois, on va taper de l'Asiate. Et en disant ça, il dit la vérité. Parce qu'il dit, le virus, il vient d'où? Il vient de Chine, c'est le virus chinois. Et du coup, il arrive en faisant ça à faire passer tout son message qu'il y a derrière, c'est-à-dire un boycott avec la Chine et contrôler la Chine en leur rejetant le fardeau et en disant que les Américains vont sauver le game encore une fois. Et en fait, en faisant ça, comme disait Victor, en disant même un anglais très, très simple, voire très mauvais, parce que je parle correctement anglais, mais je ne suis pas natif anglophone. J'ai entendu des discours de Trump, je me dis, mais c'est faux, il y a des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, de conjugaison, il utilise des mots simples. Tous mes profs d'anglais ont pas arrêté de me dire, arrête d'utiliser very simple, ou very nice, ou very kind, utilise autre chose. Trump, c'est that's very thing, that's very that. C'est que ça. Tu dis, putain, mais sérieux, il leur parle comme ça. Imaginez Macron, en fait, il faut dire, traduisant en français, imagine Macron qui dit, le chinois, très dangereux, il faut pas qu'on l'ait. En anglais, Chinese virus, very dangerous. En anglais, ça passe. En français, vous voyez Macron dire le virus chinois, très dangereux. C'est pas trop le style de la maison. Tu vois, mais c'est ça. Parce que chez nous, ça passe pas. Par contre, aux États-Unis, qui est un pays de gros cons, autant que c'est un pays de génie. Non, mais c'est un pays de génie. C'est le paradoxe américain, c'est un pays de génie. C'est beaucoup autant plus que c'est un pays complexe de que ça. cons. Voilà, mais c'est ça. On peut dire ça de tout pays. Enfin, les États-Unis, c'est un niveau quand même. Tu prends les plus grands génies de l'histoire, limite, ils viennent de là-bas. Tu prends les plus gros cons aujourd'hui, ils viennent de là-bas. Oui, c'est cliché. Et pourtant, là-bas, ça passe. Utiliser that's very thing, that's very that, ça passe. Pourquoi? Alors, on pourrait encore débattre là-dessus, mais on va utiliser ça en mot de la fin. C'est si propre. En tout cas, merci beaucoup. On arrive au bout de cette émission. Il n'y a rien à voir. Le premier épisode de cette saison. 10 épisodes en tout et pour tout qu'on aura vraiment le plaisir de vous proposer avec justement ces thématiques que vous retrouverez. Donc, on risque de retrouver, rassurez-vous, on risque de retrouver ces débats qui vont redébarquer et on aura l'occasion d'en remettre une petite couche et c'est intéressant, ça fait plaisir. Merci aussi à notre invité, il passait par là, Thierry Weber, donc de Visa Année Diaconale. Donc, si vous êtes intéressé par une mission de service civique, eh bien, allez sur le site internet www.visa-6ad.org ou sinon Visa Année Diaconale sur Google et puis vous trouverez très facilement. Un petit coup de googlisation, très bien. Exactement. Ouais, puisque vous êtes situé à Strasbourg, hein, donc voilà, pour les infos, tout ça, c'est assez facile. Voilà, merci beaucoup. On est au bout de l'émission. Il me reste plus qu'à vous dire au mois prochain, portez-vous bien, écoutez pas trop les médias. Écoutez-les, mais faites gaffe. Ouais, faites gaffe, protégez-vous. À demain sur France Inter. Allez, à tout bientôt. Tchuss. Ciao. Rien. À voir. Rien. À voir.